mon arrivée, mon premier UTMB, donc en 2011, si mes souvenirs sont bons. Toute cette connexion entre les coureurs, les spectateurs, les gens de Chamonix, mais il y a toute cette connexion qui se crée entre tout le monde qui a pas de prix en fait. Bienvenue dans cet épisode d'Objectif Finisher. Si t'es comme moi, parfois à fleur de peau, si sur certaines épreuves tu as pu plus que vibrer, voire même chavirer, eh bien, je te souhaite la bienvenue dans cette conversation que j'ai eue avec Fabrice Perrin, l'un des acteurs importants de l'UTMB. Il le connaît depuis de nombreuses années. Il a travaillé avec Michel et Catherine Poletti depuis... les années ne se comptent peut-être plus. Puis il vaut mieux ne plus les compter à partir d'un certain temps de toute façon. En tout cas, il aime cette épreuve, il aime l'ultra trail et tu peux le voir dans cet épisode, j'ai pas trop mis de hook avec nos larmes, mais on a été touchés d'une grande émotion tous les deux lors de cette conversation. Alors si toi ça te parle, si toi aussi d'ailleurs tu as envie de partager tes émotions d'une épreuve, n'hésite pas à me le mettre ici en commentaire parce que j'ai hâte de pouvoir partager encore plein d'émotions dans ce beau sport qui nous nourrit au sens propre et c'est aussi au sens figuré. Alors la question centrale, est-ce que le trail, l'ultra trail, c'est que du sport? Je te laisse découvrir notre conversation. Je te souhaite un très bon épisode. Alors, c'est mon premier podcast depuis le Trail Summit et donc je vais avoir quelques biais au travers de cette conversation puisque quand j'ai fait le Trail Summit et le podcast avec Eric Claverie, on démarrait avec la question suivante à notre invité. Si tu pouvais te décrire en 3 mots. On ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es encore. Alors ceux qui te voient sur YouTube, ils t'ont déjà vu, ils te reconnaissent, mais ceux qui t'écoutent, qui nous écoutent, peu importe la plateforme audio, voilà, on va deviner 3 mots comme ça, 3 adjectifs pour incarner mon invité du jour. Pas facile. Je dirais ultra, Ultra, ça commence bien. passion, déterminé. D'accord. Ultra passion déterminée. Ouais. Alors si quelqu'un voit ultra passion déterminée, je pense qu'il va penser à quelques coureurs bien connus peut-être, et on passera peut-être pas forcément à un certain Fabrice. Qu'est-ce que tu pourras rajouter pour le coup? Là, pour ceux qui... Alors là, on va faire plus classique, c'est-à-dire qu'en gros, c'est ton CV, Ouais. c'est ce que tu fais. En fait, on te connaît pour être, voilà, pour faire ça, et 3 mots. J'ai toujours 3 mots. Ouais, 3 autres. Ouais. Mais là, pas ton caractère, tu vois, pas. C'est plus ce que tu fais dans Ce la que je vie, fais, quoi. Ouais. UTMB, papa. Excellent. Et montagne. Puis, Montagne. ouais. Allez, si vous avez deviné que mon invité du jour, c'est Fabrice Perrin, vous êtes balèze. Et ceux qui n'ont pas deviné, vous êtes curieux. Vous dites, tiens, UTMB, forcément, on va parler d'UTMB, mais effectivement, c'est pas du tout mon angle, c'est pas du tout mon biais, en tout cas pour cette conversation avec toi. Mais j'échapperai pas, évidemment, à discuter de ton rôle au sein de l'UTMB, ce que tu y fais. Et comme on se dit souvent avec Julien, on échange souvent, donc Julien Chaurier, avec qui tu collabores, qui est une des personnes qui est en prise directe avec toi. Ouais. Et, on peut en parler si tu veux d'ailleurs, mais ouais, quand Pardon, on s'est Julien Chaurier. J'ai dit quoi? Ah non, j'ai dit oui, parlons Julien Chaurier. Ah oui, voilà, non, ça c'est plus facile. Mais on va parler de toi évidemment. Et si on devait commencer par un mot, tiens, ultra passion déterminée, pas UTMB, papa et montagne, tu commencerais par quoi, toi? Papa. Ouais. Je pense que maintenant, avec l'âge, je me rends compte que c'est le plus important dans tout ce que je fais, Ouais. ou ce que j'ai fait. Oui, parce que au final, c'est ce qui restera, je pense, dans quelques années. Malgré tout ce qu'on aurait pu faire à côté, ce qui a créé la passion, justement, pendant toutes ces années de travail, au final, c'est nos enfants, et ce qu'ils deviennent, et quand je serai à la retraite, un peu jour, très longtemps, j'espère. T'as fait des calculs? Non, j'ai bien dans les calculs. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Parce qu'avec la loi qui change, là, ça va changer de 3 mois. Non, mais moi, j'ai une grosse partie de ma vie en Suisse. Ouais. Donc, je suis en fait un peu dans les deux pays aujourd'hui, entre la Suisse et la France. Et du coup, moi, ma retraite, elle est complètement basée Suisse. Donc, pas du tout sur la France. Et du coup, je ne connais pas les errements que vous pouvez connaître en France. Merci beaucoup à la Confédération helvétique pour ça. Et si tu veux d'ailleurs, Suisse, tu as eu un parcours professionnel d'abord dans la Suisse et après tu es revenu. Qu'est-ce qui t'a fait ramener peut-être à des racines à un moment donné? Et puis pour parler aujourd'hui de la transmission et de l'héritage, qu'est-ce que tu as envie de laisser par la suite? Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce qui te rend fier dans ton parcours d'ailleurs? Et puis qu'est-ce qui t'a fait que tu as fait un choix différent à un moment donné et pour te mettre plus dans ta passion d'ailleurs? Alors mon parcours, d'abord,
en France. Ouais. Donc, sortie d'études. Alors moi, ma passion quand j'étais étudiant, c'était le snowboard. Ouais. Et j'avais fait un cursus à la base de géologue, euh, avec une dernière année, un équivalent en fait DESS pour ceux à qui ça parlera, donc 5e année d'études universitaires en informatique. Donc j'étais à la fois géologue et informaticien. Ce qui fera du sens aujourd'hui avec ma responsabilité à l'UTMB. D'ailleurs, je te rejoins chez toi. Merci de m'accueillir d'ailleurs. Et d'être dans une visio sur des projets, Oui. pas qu'informatiques, mais en tout cas de développement informatique pour tracer un petit peu la Notamment sur du carbone et sur donc des questions que au final j'ai beaucoup travaillé étant étudiant et beaucoup moins après dans le suite de ma carrière, parce que donc en sortant de ces études, j'ai eu l'opportunité, en fait j'ai créé l'opportunité grâce à des personnes de travailler pour des sociétés qui travaillent dans le snowboard. Donc Hammer Snowboard pour ceux qui connaissent, notamment à Snowboard avec Régis Roland, le grand Régis Roland à l'époque. Donc vraiment, pour moi, c'était un rêve de gosse de travailler dans ce secteur. Et j'ai eu une agence de communication en France pendant une dizaine d'années. Mes souvenirs sont bons. T'étais le patron? J'étais un des patrons. On était 3 associés, puis 5 associés. J'étais encore dans cette période de dire... on avait un genre de call-cause organisationnel dans l'entreprise, et on s'est vite rendu compte que pas évident, quand il y a 5 patrons, c'est 5 personnes qui tirent dans 5 directions différentes. Donc pas facile. Mais bon, globalement, on s'en sortait. On avait déjà comme gros clients Salomon, Eder, qui est mort depuis, mais qui faisait partie de nos clients. La Banque Populaire aussi, pour laquelle on travaillait pour la partie voile. Donc la chance de voyager dans plein de pays grâce à Salomon, grâce à Banque Populaire. J'ai fait l'arrivée de la Transat Jacques Vabre au Brésil sur le bateau gagnant. Donc c'était vraiment des grands moments. Et après, donc, je suis parti en Suisse, d'abord dans une société qui faisait du digital et de la communication. Et où je pense que le côté, en tout cas, successful, que beaucoup identifient dans ce secteur-là, pour moi, c'était le fait de récupérer une toute petite équipe. Je crois qu'ils étaient une dizaine au départ dans cette société, que très vite on m'a confié la responsabilité. On est monté à plus de 100. Après, je suis allé dans une autre entreprise qui avait aussi un département digital communication, qui était vraiment en perte de vitesse. Ils étaient une cinquantaine, ils étaient retombés à une vingtaine de collaborateurs. Je suis venu et j'ai redressé. On est remonté à 300 collaborateurs au total. Et en fait, donc, tout ça pour dire qu'en parallèle de ça, un jour, en fait, chez Salomon, il y a Jean-Michel Forvassin, je vous rappelle encore, qui m'a dit: tu sais, Fabrice, je quitte Salomon. Enfin, il se mettait à son compte. Il y a un sport qui va exploser, c'est sûr, c'est le trail running. Et là, je me suis dit: waouh, le mec, il a pété une pile. C'est n'importe quoi. Ça marchera jamais, son truc. Et en fait, finalement, moi, je me suis mis aussi. En quelle année, là, quelle période? C'est vieux, c'est vraiment vieux. C'était à l'époque, je ne sais pas si ça parle, Jean-Marc Dion, avec qui je travaillais. Lui, au tout début, j'ai travaillé avec Jean-Marc Dion sur la partie roller. Donc, je faisais, chez Salomon, je faisais plein de sujets, le roller, le ski, le surf. Je suis parti en Australie avec eux pour les WQS à l'époque, à Margaret River. Et donc, Jean-Marc Dion, qui est devenu... je ne sais pas si ça te permet, qui est devenu un des grands patrons du footwear chez Salomon. Je pense qu'il est celui qui a fait que ça a explosé chez Salomon dans le footwear, qui est après allé chez The North Face, qui est aujourd'hui chez Satisfy. Et donc, je travaillais avec toutes ces personnes-là. Et pourquoi je te parlais de ça? Ça y est, ça n'a pas raté. Là, ça y est, on est parti dans la passion, là. La seule que tu vas être Jean-Michel, très running, on vivait tous dans ce truc-là. Et donc, Jean-Michel Dormanson me dit ça va exploser. Moi, je me suis mis aussi petit à petit. C'est devenu ma passion. Et un jour, j'étais déjà fan de course à pied, et un jour, j'arrive à Chamonix. Ma sœur habitait à côté du centre-ville, et là, je vois une course arriver. Je dis: mais c'est quoi ce truc? Ah, ça s'appelle l'UTMB. Tu n'avais pas entendu parler. Je pense que j'avais déjà entendu le nom, comme ça, parce que moi, il y avait moins de réseaux sociaux à l'époque, etc. Donc, j'avais déjà entendu le nom, mais j'étais pas encore... je m'étais pas vraiment penché sur le sujet. Mais là, quand je réalise qu'en fait, le mec que je viens de voir passer, je crois que c'était Dawa Sherpa à l'époque, qui finissait dans Chamonix, il vient de faire le tour du Mont Blanc. Là, je me dis: ouais, c'est génial, mais j'ai trop envie de faire ça. Et voilà, je suis rentré dans le processus. Il y avait déjà il fallait déjà avoir en fait une course qualificative de mon souvenir à l'époque. Enfin, en gros, il fallait comme déjà faire ses gammes un petit peu. Donc, j'ai fait la CCC en 2009. Et je suis au départ de l'UTMB en 2010. Donc 2010, c'est l'année où en fait on part de Chamonix.
L'ambiance, elle est apocalyptique. Vraiment, j'ai peur, en fait, au départ, quand tu vois les orages qu'il y a dessus. On a vraiment peur. On part et on nous arrête à Saint-Germain. Donc, Neutralisation. à la fois, le méga soulagement, et en même temps, la frustration extrême. Et j'étais, donc, ma sœur habite vraiment juste, enfin, habitait en tout cas à l'époque, juste à côté de la maison UTMB aujourd'hui. Donc, vraiment plein centre-ville. Ouais. Et il y avait un forum de discussion UTMB. Je regardais le forum le matin avec elle. J'avais raté le coup de fil de la nuit qui disait on repart de Courmayeur. Je pense que tu connais l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux dire. Ouais, en fait, donc pendant la nuit, l'organisation a décidé, a proposé aux coureurs de repartir de Courmayeur pour faire un UTMB de Courmayeur à Chamonix. Et moi, j'ai raté le SMS. Je suis là le matin, je regardais sur le forum de discussion où c'était en train de... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, avant les réseaux sociaux, on avait un truc qui s'appelait les forums de discussion où les gens allaient sur le site internet et discutaient. C'est des échanges de messages les uns après les autres. Et je voyais les gens s'étriper en fait sur le forum, critiquer l'organisation et l'organisation qui intervenait et qui le faisait super mal. Et moi à l'époque, j'avais plusieurs sujets en fait. Tu regardes ça avec tes biais de com. Dans mon job, moi je travaillais notamment à l'époque pour du Nestlé sur des stratégies de modération, de réseaux sociaux, etc. De comment est-ce qu'on gère tout ça. Et là j'étais avec ma sœur, je dis mais ils sont vraiment nuls l'UTMB. Et là elle me dit mais t'es gonflé, c'est une toute petite organisation, plutôt que de les critiquer, va plutôt les aider. Elle me dit ouais c'est pas con. J'envoie un email, je crois que c'était contact@UTMB, je sais plus l'URL. Mais vraiment, l'email qui revient, style, c'était une erreur, mais non, c'était Catherine Poletti qui me répondait en me disant « Ah, mais on est à tel endroit, viens nous voir. » Donc, je suis allé chez eux, on a discuté un tout petit moment, je leur ai dit « Ouais, je pense que vous devriez faire ça. » Bah, écoute, vas-y. Ils m'ont donné les clés du camion directement. Et je suis rentré donc en discussion avec les fans sur le forum de discussion pour pacifier, pour expliquer, pour faire liaison aussi avec l'organisation qui, eux, était déjà très, très occupée à gérer une vraie crise. Donc, on a commencé comme ça. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, volontaire, enfin bénévole. Bénévole. Sur le sujet. Les mecs qui critiquent. Il y a l'assesseur qui dit bouge-toi le cul et va les voir et aide-les. Et tu te mets en bénévole pour eux comme ça, naturellement. Qu'est-ce qui fait que tu... Alors, cool, qu'est-ce qui fait que tu leur dis oui? Peut-être tu as d'autres choses à faire mais à côté. Mais pourquoi tu fais ça? En plus, c'était devenu ma passion, quelque part. Toi, déjà, à ce moment-là, j'étais vraiment dedans, vraiment à fond. Et c'était aussi... moi, j'étais aussi, je pense, une volonté de faire le bien. Parce que je voyais bien que quand tu voyais le côté de l'organisation... C'était beaucoup moins noir et blanc que ce que tu pareil. Quand tu vois eux, ils affrontaient ce qu'ils avaient à gérer, tu disais, mais c'est hyper facile de venir critiquer. Oui, vous auriez dû nous faire continuer, vous auriez dû faire comme ça. Ouais, mais essaie de te mettre à leur place et de faire en tout cas la connexion entre les deux parties. Mais pour moi, c'était super intéressant. Petite dédicace au passage, juste par rapport au mot. Alors oui, forcément, moi, je suis biaisé moi aussi maintenant avec, comme le passe du temps avec Sébastien Cornette. Mais tu viens de dire le mot connexion. C'est moi qui l'ai employé d'ailleurs hier quand on lui a remis l'award du service de l'année pour École de Trail. Et il a dit restons connectés, mais pas connectés dans le sens les réseaux, connectés humainement parlant. Et toi, c'est ce que tu fais en arrivant finalement là en disant je vais connecter l'organisation avec les passionnés, qui se laissent happer par aussi leurs émotions avec et les aigreurs qu'ils ont pu avoir aussi et qu'on peut comprendre. Mais pour le coup, toi aussi, tu les as eues, mais tu passes vite le stade en étant un acteur parmi l'organisation de l'UTMB. Qu'est-ce que tu découvres en disant oui, je les comprends, qu'est-ce qui est complexe et en quoi, tu as répondu j'ai envie d'aider, mais en quoi il y a un truc précis où tu te dis là vraiment, je sens que je vais être utile pour eux. Bon, à ce moment-là, je n'intellectualise pas du tout. Non. Aujourd'hui, beaucoup plus. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je me sens cette volonté, cette envie de connecter justement les gens, de faire qu'ils se comprennent. Alors, toi, digression, mais j'avais cette réputation dans la société dont je parlais avant, qui s'appelait Wide. On avait 300 collaborateurs. Et j'avais cette réputation notamment de mes collaborateurs directs, mais les N-1. De toujours voir en fait le côté positif chez les gens et de toujours dire en fait c'est parce qu'en fait notre job à nous c'était de travailler pour des grosses entreprises type Nespresso, Nestlé, etc. Salomon, et de dire quelle équipe on va mettre en place pour résoudre tel problème qu'ils ont. Et très souvent en fait je leur disais mais regardez, telle personne ça fonctionne pas, mais en fait c'est parce qu'il est dans
tel environnement, avec tel type d'information, avec tel type de collaborateur. Et on avait vite tendance à dire, ah, il est nul, ça va pas du tout. Mais en fait, regarde, si tu le prends avec d'autres personnes dans un autre contexte et avec un meilleur match, et ben en fait, il donne tout ce qu'il peut et il donne le meilleur de lui-même. Et en fait, on est tous contents derrière. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais ce côté de arriver à bien détecter les bons matchs entre les personnes. Je pense que je fais un bon marieur entre... ça veut dire, toi et toi, vous allez pouvoir vivre ensemble, ça va bien se passer. Et voilà. J'allais dire ou de pas dire le côté marieur ou connecteur, mais oui, la capacité de voir les gens dans quel environnement ils sont pour les mettre dans des dispositions plus optimales entre eux, entre les personnes, entre les enjeux, pardon. Et ça te vient d'où? Parce que il vient de l'entreprise. Mais ça te vient d'où? Parce que tu as dans tes études DSS informatique, géologie, t'es pas dans les études managériales, tu vois, le business school, ça t'est venu d'où? Peut-être c'est pas une appétence, mais ce côté naturel que tu as en toi. Pour moi, c'est, enfin, peut-être à tort, mais moi je mets ça sur de l'empathie. Et ça devient d'où cette empathie? Franchement, on est avec, non? Je sais pas. Je sais pas du tout. T'avais pas un environnement gamin où j'avais beaucoup de cette empathie. Non, c'est toi, t'es comme ça. Certainement que dans l'heure de récréation, c'était comment? Toi, t'étais celui qui était dans son coin, t'étais celui qui allait... Non, qui défendait toujours les... Je pense que toi, j'ai jamais intellectualisé non plus, mais on va le faire. Parler comme ça, oui, je pense que c'était de comprendre et de me mettre à la place du faible. Et dire, bah, tiens, moi je peux me battre, tu peux aller me battre pour lui. En fait. C'était bien mon truc. C'est une sorte de justice sociale, de justicier, de... T'avais ça en toi? Ouais, je pense. En tout cas de ressentir les autres aider et de vouloir corriger les injustices. Je pense aussi que c'était là. Et ça, t'es câblé comme ça. Je pense, Et alors, du coup, je fais un gros saut de puce. Parce qu'entre les deux, on a compris, c'est toi, ton ADN, l'histoire que tu étais en train de nous raconter, les premiers éléments de connexion avec l'UTMB, cet environnement, et ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi dans ta mission aujourd'hui? Quelque part, pour moi, c'est vraiment ce que la raison d'être de l'UTMB, c'est d'aider des gens à découvrir leur extraordinaire. C'est vraiment, pour moi, ça... Là, c'est le marketeur qui parle ou c'est... Non, parce que je n'avais pas formulé comme ça, mais je me raccroche, parce que ça permet de faire la connexion. Mais je pense que tu connais l'UTMB, quand tu vois les gens arriver. T'en perds ton souffle. Ton piège s'est refermé sur moi. Alors non, tu me connais un petit peu et je suis pas du genre à faire ça pour faire mal aux gens, mais plutôt pour se connecter avec ce qu'on a de plus bon en nous. Et c'est ce que tu fais, tu te connectes avec des gens pour les amener sur leur bonté et qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Et là, pour le coup, d'homme à homme, toi et moi, on se regarde dans les yeux et il se passe quelque chose. Donc je suis désolé, je ferai pas de coupure là-dessus si tu m'autorises en tout cas, mais on est dans ce qui nous anime, toi et moi. Et là, je te fais jaillir des choses, Fabrice, tu m'en excuses? Non, juste que j'arrive à reprendre le truc. Mais non, mais toi, le dimanche matin à Chamonix, quand tu vois arriver les gens, t'es là, tu sais pourquoi t'es là. Et là, il y en a qui se disent cette machine à laver, l'UTMB, toi, tu te dis, mais c'est fou. Pourquoi les gens, vous n'avez pas vu ça, en fait. T'es passé à côté de quelque chose. Et là, pareil, tu m'en donnes des frissons à moi aussi, parce que tu sais ce que j'ai dans ma tête. Là, j'ai la musique du départ, j'ai toute cette ambiance qui me reconnaît. C'était en 2007, l'UTMB pour moi. Et oui, je me suis connecté avec un moment extraordinaire. J'étais avec mon meilleur ami pour faire cette épreuve-là. Et j'avais, quel âge? 33 ans. Mais ça me suivra tout au long de ma vie. Et je suis plus le même homme grâce à ces genres d'événements-là. Alors on peut dire ce qu'on veut de ces épreuves. Aujourd'hui, faire du bashing, on fait du bashing surtout de toute façon et sur tout le monde. Donc on accepte à un moment donné l'idée que les gens ne nous aiment pas et c'est comme ça et ils nous critiqueront. Mais toi, t'aimes pas ça, quoi. Tu préfères que les gens ils s'unissent ou ils voient monter les choses. Non, puis enfin, moi je me souviens aussi de mon arrivée, mon premier UTMB, donc en 2011, si mes souvenirs sont bons, le retour. Arrivé dans Chamonix avec tout le monde qui t'applaudit. Il y avait une table, il y avait Tsuyoshi Kaburaki, je ne sais pas si ça te rappelle peut-être des souvenirs, qui était je crois qui a fini 2e ou 3e de l'UTMB l'année d'avant, qui s'arrête de manger pour t'applaudir. Enfin, c'est des moments qui sont... Enfin, toi, toute cette connexion entre les coureurs, les spectateurs, les gens de Chamonix,
Alors peut-être que des fois, pour certains, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que c'est beaucoup de monde qui vient, etc. Mais il y a toute cette connexion qui se crée entre tout le monde qui est même qui a pas de prix en fait. Ouais, Et ça, tout à fait. il y a l'UTMB, mais c'est vrai dans quelque part. Hein. Sur toutes les courses où moi je suis allé, Ouais. tu retrouves toujours cette connexion. Et entre les familles qui savent le sacrifice que tu as mis, les coureurs qui savent aussi tout ce que tu as mis dedans, ce que ça veut dire, Toute l'énergie. et toute énergie, je pense que on en parle encore le jour, c'est pas justement avec Julien, je vois pas d'autres sports en fait qui a ces mêmes valeurs dans le monde en fait. Tu sais que j'explore ce Ouais. sujet depuis qu'on en a Ah, parlé tous les deux, ah. il y a quelques mois. On a trouvé? Mais j'explore. Je sais pas, ça faudrait faire d'une recherche d'ailleurs, et d'une recherche scientifique, hein, mais je suis allé sonder dans d'autres sports, quand même, parce que j'ai la chance de côtoyer tous les sportifs dans différentes disciplines. Et bizarrement, d'ailleurs, ces sportifs-là, quand ils vont chercher ce côté extraordinaire dont tu parles, et qu'ils n'ont peut-être pas touché suffisamment du doigt, ils commencent à courir. Ils sortent des choses qui ne sont pas sorties dans leur sport. Et ils disent, mais ouais, mais je suis en train de faire un sport individuel, c'est centré sur moi, c'est très égoïste et tout. Mais en fait, et tout de suite, parce que tu dis là, d'aider l'autre. Et puis, je fais une dédicace à mon petit couple que j'accompagne, qui s'appelle Les Ensemble, quand ils font la Diagonale des Fous, et qui, au bout de même pas 50 km, ils s'arrêtent parce qu'il y a un gars qui s'est planté, qui s'est pété la hanche, cassé la hanche. Tu sais que ça va être très douloureux. Et ils n'ont pas fini la course, mais en fait, ils disent, mais on ne peut pas ne pas aider, quoi. Et en fait, on est très heureux de ce qu'on a fait. On n'est pas finisher, on n'a pas fini la course, on était hors délai, mais on se souviendra toute notre vie de ce moment-là où on a aidé. Et pour le coup, comme ils sont dans le don, en fait, ils attendent rien en retour. Et moi j'ai du mal avec. Enfin, c'est pas que j'ai du mal, c'était sur le monde de l'entreprise, le business, le résultat et tout. Et quand on discute dans la communauté, il y en a qui disent, mais jamais de la vie je m'arrête, quoi. Parce que faut profiter, triathlète. Et ça, les autres comprennent pas. Et après, on est tout, comme tu dis, finalement, connectons les gens, apprenons à se respecter les attitudes des uns et des autres pour faire en sorte que on apprenne de l'autre, tout simplement, quoi. Et toi, Mais moi, je pense que ce sport, il a vraiment. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire juste un truc pour nos auditeurs. Et il y a déjà on est un peu à fleur de peau pour les éléments qu'on est en train de partager. Il y a deuxième élément aussi, c'est qu'il y a un peu de fatigue. Ouais. Parce que dans ta passion, tu voyages, en tout cas, tu vas aller sur des endroits où justement partager cet extraordinaire, ces moments-là. Et il y a un contexte pour toi, comme pour Julien d'ailleurs, que hier, je le voyais complètement fatigué, mais tellement heureux de faire ce qu'il fait, tellement heureux. Il y a ça aussi à prendre en compte. Non, il y a un peu de fatigue. Là. On était sur beaucoup d'événements récemment. Mais j'assume complètement mon émotion. Et non, c'est des. On fera pas la coupe. Hein? On fera pas la coupe. La coupe. La coupe. Non, pas de souci. Pas de souci. Non, c'est moi, c'est comme ça. Et oui, c'est. Départ de l'UTMB, je pleure. Arrivé, quand je vois les gens arriver, tu t'envoies, ils sont. Et surtout, tu trouves que tu te projettes derrière sur tout ce que ça veut dire pour eux, en fait. Parce que ça incarne. Est-ce que ça incarne pour eux, ce que ça représente, en fait. Ça représente de finir, en fait. Et de dire, j'étais capable de faire ça. Pour beaucoup de gens, c'est incroyable. Et voilà. Et toi, on en avait parlé tous les deux, mais moi, je connais pas d'autres sports où c'est pas toutes les semaines, j'entends une histoire de telle personne, il a eu telle maladie, il s'est reconstruit grâce à ce sport. On parlait avec Boris Gérardi, tu connais bien. Ça aide combien de personnes qui ont été touchées par leur chair. Non. Et t'en as plein des exemples en plus. Des personnes qui surmontent la perte d'un enfant, de quelqu'un. Enfin, c'est énorme. La course à pied m'a sauvé, en fait. Le sport m'a sauvé. Alors, mais ce sport-là, particulièrement parce que c'est de l'ultra, parce que tu vas devoir en fait affronter des choses, faire face à des choses qui sont beaucoup plus dures que si tu fais du tennis, si tu fais même du 10 km ou du 20 km. Tu te prépares pas la même chose que quand tu pars pendant 80, 100, 160 km. C'est clair que c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, t'as vraiment je trouve que les communautés outdoor, tu vois, moi je fais beaucoup d'escalade, je fais beaucoup de ski, beaucoup de snowboard. On a ces liens de communauté parce qu'on pratique le même sport, parce qu'on est dans la montagne, on aime la montagne, etc. L'esprit nature. Et encore une fois, l'ultra trail, notamment, alors le trail running et l'ultra trail, il y a que là, je trouve, où on a cette connexion ultra forte les uns avec les autres. Et je suis vraiment fan de ce sport. Et alors, petite parenthèse là-dessus, mais quand on dit ultra aussi, avec tous le côté addictif qu'il peut y avoir là-dedans,
Comment toi tu te protèges de ça? Si tu arrives d'ailleurs à te protéger de ça, parce que tu es à la fois aujourd'hui, on va revenir sur le parcours, ce qui s'est passé depuis 2009 où tu fais ta CCC et puis après la rencontre avec UTMB et malheureusement qui s'est pas terminée en 2010, la course a dû être neutralisée. Mais comment toi tu te protèges de ce côté aspirant, mais dans lequel on ne peut pas aller loin quoi en fait? Et est-ce que tu en as conscience de ça? Est-ce que tu te poses ces questions pour toi ou pour les autres? Alors, pour moi, je pense que j'ai un équilibre en tous les cas parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai ma famille, j'ai une chérie, j'ai des enfants, j'ai un boulot et d'autres personnes que j'aide dans le boulot, d'autres d'autres choses qui me passionnent en fait. Peut-être ça aussi, peut-être que je suis multipassionné et du coup ça fait que je ne pense vraiment pas être dans un abus ou dans un trop en fait dans ma partie du sport. Moi j'aime m'entraîner, j'ai besoin de ça, je pense. Alors, oui, pour le coup, quasiment tous les jours. Si je peux courir tous les jours, ça me va bien. Après, j'ai pas besoin de courir tous les jours 25 km pour être bien. Ce matin, j'avais pas spécialement le temps. Je suis allé courir 4 km, je crois, et ça me va très très bien. Ça m'a permis c'était mon petit moment de méditation, on va dire, de la journée. Et c'est suffisant pour moi. Et aujourd'hui, on va revenir, tu vois, sur un côté chronologique. J'aimerais bien garder une chronologie avec toi. C'est pas mon style, là. J'aimerais bien quand même comprendre un peu le côté évolution dans ta pratique et aussi dans la mission qui est devenue une mission pas seulement professionnelle, une mission avec un grand M parce qu'on a bien compris que ça te nourrissait, qu'en plus, au sens propre et figuré, mais qu'en plus, tu t'en nourrissais pour partager avec les autres. Maintenant qu'on a compris un peu ton profilage aussi, d'aider les autres et puis d'améliorer un petit peu les relations entre les personnes grâce à ce sport-là qui a une certaine singularité. Il n'est pas mieux ou moins bien que les autres, il est juste singulier. Et cette singularité dans l'ultra, puisque tu t'évoques la notion d'ultra, effectivement, qui nous amène à des niveaux de connaissance de soi ou de connexion avec les autres qui sont assez puissantes, même très, très puissantes. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton équilibre de vie? Tu l'as dit, la famille, plusieurs passions, le travail. C'est quoi une journée type Fabrice Perrin ou une semaine type Fabrice Perrin? J'imagine qu'il ne veut pas parce qu'un coup tu vas être ici, un coup tu vas être ailleurs, mais quand même, est-ce qu'il y a une ligne? Est-ce que toi tu t'y retrouves un petit peu quand même? Et c'est quoi comment tu fais pour t'y retrouver aujourd'hui dans ton quotidien? Alors, c'est beaucoup de choses, une semaine. En plus, avec l'IA, l'intelligence. Donc maintenant, la tech, forcément, j'ai très vite adopté les outils. Et moi, j'ai l'impression d'être sous stéroïdes depuis 2 ans. C'est-à-dire tes capacités de te faire plus avec ces outils-là? Ouais. J'ai l'impression d'être 4 fois moi, 5 fois moi depuis 2 ans. Parce que je structure beaucoup plus vite ce dont j'ai besoin. Toute la partie en fait formalisation, je nourris mon IA et ça m'aide à formaliser hyper vite ce que j'ai besoin de formaliser. Quand je dois faire un document, ça va très 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 vite. C'est dingue ça. Et je trouve ça ultra flippant. Je pense qu'il y a envie de te poser la question, je la pose pour eux. C'est les 2-3 outils que tu utilises au quotidien. Moi surtout ChatGPT. J'ai la version Max. Ton abonnement. Je paye avec grand plaisir ça et c'est mon outil principal. Perplexity pour la partie être sûr de l'information. Les circleback pour les notes de réunion. Et voilà. C'est essentiellement ça. Après, je joue beaucoup aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas si c'est intéressé les gens dans le podcast, mais avec Nano Banana. Sur la partie production d'images. Et voilà, moi qui dis en tout cas la publicité, communication digitale, c'est juste dinguissime. Et encore une fois, on est vraiment au tout début. Donc, ce qui est effrayant pour moi aujourd'hui, c'est de se dire, ouais, mais en fait, tout va être dessiné, en fait. Tout va être... quels vont être les métiers qui vont rester demain? Est-ce que... J'ai envie de croire, en fait, que... Il y a plein de métiers qui vont continuer d'exister, qui vont être beaucoup plus forts grâce à tout ça. Après, il peut y avoir ce biais que et avec la robotique aussi qui arrive, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, bon, bref. Non, mais c'est l'aparté aussi qui a sa place dans ces échanges de toute façon, parce que ça permet aussi d'aller un peu plus loin, en tout cas, mais toujours en meilleure santé, en meilleure forme. Voilà. Et en tout cas, voilà, ça peut aussi expliquer que moi, dans mes quotidiens, dans mes semaines, il y a cette partie tech qui me passionne, où toi, quand un Nano Banana sort, je peux pas m'empêcher d'aller tester les choses. Que j'adore l'escalade. Alors, je pratique beaucoup mon aujourd'hui, mais j'adore ça. J'ai investi dans une salle d'escalade à Annecy, donc c'est... T'es investisseur. Ouais. Alors, investisseur, entre guilets. Si, je suis investisseur. J'ai 2-3 entreprises avec lesquelles j'ai investi d'argent parce que j'y croyais. Avec, là aussi,
pas forcément dans ces entreprises pour gagner de l'argent, mais parce que leur projet me passionnait et je trouvais ça super cool. Et voilà, T'as quoi? T'as Atom, donc la fameuse salle où Salle on peut... d'escalade. Un lieu de vie, hein, c'est pas juste une salle d'escalade, c'est un lieu de vie en fait, de pratique et puis d'échange de partage, dans Annecy. J'ai Exalt qui a un studio, là c'est 3 copains, enfin on est 4 au total, qui ont créé un petit studio de création, D'accord. mais qui devient énorme parce qu'ils sont hyper talentueux tous les 3 et du coup ça cartonne. Et je pense qu'ils avaient juste besoin que quelqu'un leur dise mais si, allez-y, vous allez voir, ça va bien se passer, et qui back un petit peu financièrement. Et mentor. du coup, voilà, un peu. Ouais, T'es investisseur mentor, quoi. ouais, j'aurais surtout dit allez-y, vous allez voir, ça va bien se passer. S'il y a besoin, je serai là. Je serai là, et voilà, et ils cartonnent. Et qu'est-ce que je peux citer d'autre comme moi, Inflate, qui est une société qui est basée à Paris, qui est pareil, c'est des garçons adorables qui courent aussi, qui ont des technologies autour de l'air. Donc, typiquement, ils ont un crashpad pour l'escalade, crashpad gonflable, hyper pratique. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent, notamment dans le domaine alors je ne sais pas à quel point je peux parler ces jours, donc je ne vais pas aller trop loin, mais beaucoup de choses qui arrivent dans le domaine notamment du footwear. Et l'idée, j'ai trouvé géniale. C'est, leurs idées, elles sont techniquement hyper intéressantes. C'est simple, c'est durable, ce qu'ils proposent. Donc, et des gars super sympas, donc forcément envie d'investir. D'accord. Ils pensent usage, ça n'existe pas, on essaie de faire un test, on crache le truc, et puis si ça... Et on révolutionne potentiellement une pratique dans l'escalade, t'as plus le pouf bag, quoi. Je peux courir un truc dans le dos Oui, alors non, c'est un crashpad que tu mets au sol, mais que, je sais pas si tu fais de l'escalade, mais les crashpads, c'est quand même assez énorme et compliqué à transporter. C'est beaucoup plus petit, et t'as pas qu'à déployer quand t'es sur place. Donc ça résout un petit problème, mais ils arrivent avec des solutions, notamment dans le footwear, qui résoudraient beaucoup d'autres problèmes. Ça, faut pas en parler. Je sais pas à quel point, peut-être que j'ai fait une méga connerie et qu'ils vont en vouloir à bord. Pour l'instant, c'est peut-être 6 heures. Non, en tout cas, si vous êtes dans le footwear, vous devez vous rapprocher de la société qui s'appelle Inflate, parce qu'ils sont... et là, aujourd'hui, je pense qu'ils ont déjà un paquet de marques qui sont en train de travailler avec eux. Voilà. Donc, tu es investisseur en plus, donc mentor, puis tu fais l'accompagnement en tout cas de projets, donc dans le partage là, et escalade, tu es sur un augmenté, comme dirait Joël de René, avec l'outil en finalité, mais qui n'est pas l'outil. Pareil, j'aurais envie de te poser la question comme pour la course à pied, ou enfin l'ultra, la pratique, dans quelle mesure aussi on ne devient pas addict à ces outils-là, parce que est-ce qu'on saurait faire sans ça dépend pourquoi finalement, quand tu es en vacances, est-ce que tu arrives à aller vite? Quand tu cours, est-ce que tu es toujours à regarder ton écran Non, quand je cours, non, là, je décroche. D'ailleurs, ça a toujours été ce que j'aimais aussi dans ces sports-là, l'escalade, beaucoup dans ce sport-là. Alors, l'escalade, je trouve encore plus. L'escalade, ce que je trouve, en tout cas, moi, j'adore quand je grimpe, c'est de moins en moins aujourd'hui, quasiment jamais, mais c'est le déconnexion totale avec tout le reste. C'est que tu es concentré juste sur ce que tu es en train de faire, et je trouve ça intéressant. Pour moi, la course à pied, c'est plus, je dirais presque l'inverse. Soit j'écoute un podcast et je m'intéresse à quelque chose, mais c'est rare que mon esprit ne parte. Je pense comme tout le monde, mais ne part pas sur d'autres choses. Et c'est plus d'introspection, de la réflexion, ou juste je suis dans le moment, je regarde, ah tiens, c'est beau. Je ne sais pas pourquoi on parler de ça. Mais en tout cas, mes semaines, oui, sont très rythmées. Et après, forcément, aujourd'hui, mon job principal, l'UTMB, prend énormément de mon temps. Je pense à 100, 120, 130%, parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses à faire, et c'est ma passion. Et j'ai vraiment l'impression d'être sur plein de sujets aujourd'hui où je peux aider dans la bonne direction le sport. Donc, le sport. Le sport, d'une façon globale. Alors, ça peut peut-être paraître présomptueux, mais l'UTMB, on a cette chance aujourd'hui d'être un peu central, d'être un peu, je sais pas si leader c'est le mot, mais on est beaucoup regardé, donc on peut inspirer en mal, on peut inspirer en bien. On va en parler avec toi de cet aspect-là, mais souvent on va peut-être en parler aussi avec, et ce que j'invite à faire pour tout le monde qui nous écoute, avec nos œillères planétaires. Je m'explique. Quand on peut avoir le biais de regarder l'UTMB en tant qu'on vient pratiquant vieux con comme moi, voilà, c'était mieux avant, ou frustré, putain, je peux pas m'inscrire, blablabla. En fait, si on regarde à l'échelle planétaire, l'UTMB aujourd'hui, c'est pas l'UTMB France, Mont Blanc, l'UTMB dans sa version, peut-être que tu va nous la
présenter, c'est comme ça que je voudrais qu'on prenne la porte d'entrée de l'UTMB, c'est par le sport. Comme tu dis, l'UTMB, c'est une vitrine du sport. Et aujourd'hui, quand tu vas dans le monde entier, oui, on ne parle pas de trail, on parle du UTMB, désolé de le dire, mais c'est une vérité. Le trail aujourd'hui, est-ce qu'il est en 2025 et pas en 2020 parce que UTMB, quoi. Il faut en avoir conscience. En France, on ne s'en rend pas compte, mais quand tu vas dans d'autres pays, en Asie, oui, la pratique du trail dans des pays asiatiques, si elle a fondamentalement évolué et c'est devenu aujourd'hui un lifestyle, bah, c'est l'UTMB qui contribue. Et ça, on ne peut pas le retirer, ça. On peut dire UTMB avec les biais négatifs. Et on n'en parlera pas trop parce que c'est pas l'enjeu ici, c'est de le regarder avec tes yeux à toi. Et on va revenir sur ton parcours justement qui t'a amené là parce que il faut vraiment le comprendre pour se dire, mais vu de l'extérieur, c'est surfait ce que tu es en train de dire là, c'est du marketing. En plus, tu es un homme de marketing, tu comprends, tu mets de l'intelligence augmentée pour vraiment apporter un éclairage, mais qui pourrait être très biaisé pour les gens qui regardent ça de la mauvaise fenêtre, et c'est pas l'idée, quoi. Enfin bon, en tout cas, c'est pas l'approche que j'ai avec toi, si tu veux bien, en tout cas, Fabrice. Est-ce que dans tes journées ou tes semaines, tu parlais de ton rôle de papa, 130% dans ton job, ça veut dire que tu es à moins 30% pour ta famille, donc Non, alors ces dernières semaines, c'était plus compliqué pour moi parce qu'on a beaucoup voyagé. On était notamment en Asie pour l'UTMB. Et du coup, j'étais peut-être moins présent pour la petite, mais j'essaye quand même quand je suis là d'être là le soir. Alors, là aussi, toi, c'est décembre. Donc décembre, je pense que pour beaucoup de gens, on a tous les soirs quasiment quelque chose de prévu. Mais sinon, j'essaie d'être là le soir, idéalement d'aller chercher ma fille, idéalement bien avant 6 heures à l'école, passer du temps avec elle. J'aimerais pouvoir faire mieux, mais ça fait partie du point le plus important pour toi que tu exprimes au début, d'être papa, d'être dans l'héritage, la transmission, et de voir ses yeux briller quand on parle de son papa et sa maman. Et encore une fois, je pense moins d'être le père parfait, et ni le compagnon parfait, mais en tout cas, pour moi, c'est important dans mon équilibre. Et on peut parler de ta compagne, qui elle aussi est un peu dans cet univers. Pourquoi elle a décidé de tomber amoureuse de Fabrice? Je te pose la question parce que quand tu me remets la passion, le fait est que là, je le fais par transposition. Ma femme, Laurence, même comme pas passionnée. Et elle accepte l'idée que je suis pas toujours là. Parce que je vis de ma passion et je vis ma passion à 100%, pas 130, à 100. Mais, et donc, elle accepte ça. Tu vois, donc, elle a choisi comme ça. Elle a choisi l'homme avec lequel elle fait sa vie par rapport à ça. Est-ce que c'est un petit peu un des socles aussi de ton édifice sentimental, affectif, de dire, bah, j'ai une passion et la personne qui m'accompagne dans la vie, elle accepte. Et elle aussi, elle a des passions et j'accepte ses passions en tant que telles. Oui, carrément. Je pense que oui, on a à peu près le même parcours, visiblement. Et clairement, je ne suis que la marionnette de Mathilde Lenné. Et j'exécute. C'est elle qui est derrière tout ce que Alors je fais. ça, tu vas faire plaisir à ma femme, et tu me fais pas plaisir à moi en disant ça parce que je vais rentrer à la maison. Tu es ma marionnette maintenant. Non, oui, on s'est beaucoup rejoints là-dessus. Elle, depuis, donc on a une petite fille ensemble, et depuis, je pense on était très actifs ensemble dans le sport, etc. Elle, depuis, elle met plus l'accent sur notre fille. Là où moi, j'ai gardé toujours cette partie sportive, au boulot et compagnie. Je pense elle gère un peu différemment. Elle a fait d'autres choix, mais elle est toujours derrière moi, toujours prête à prendre le relais quand je suis absent. Elle est aussi absente, elle, parfois, parce qu'elle a une société d'événementiel. Donc, il lui arrive de partir, mais c'est quand même beaucoup plus rare que moi. Mais elle est aussi très occupée, parce que là aussi, ça marche très, très bien. Elle est très, très successful, et du coup, ça lui demande beaucoup de temps. Mais elle donne le temps qu'il faut pour que moi, je puisse continuer à vivre mes passions et à travailler et être bien. La réussite, si on t'écoute toi, c'était pas un donneur de leçons dans l'idée, hein, mais toi et Mathilde, c'est la passion. Tous les deux, vous êtes des passionnés, entrepreneurs, et vos entreprises, enfin du moins vos entreprises en tant qu'acteur ou en tant que investisseur, on l'a dit, ou en tant qu'entrepreneur, dans le sens où c'est mon entreprise, quoi, ce qui est le cas de Mathilde avec ses associés. La passion est un gage de réussite. Oui, alors après, je pense qu'elle est beaucoup moins furieuse que moi. Beaucoup plus smart et beaucoup moins à foncer, à suivre son instinct, beaucoup moins là-dedans. Mais oui, c'est important. Puis ça crée aussi une alchimie, même si forcément avec des caractères forts et qui est volontaire,
c'est pas une relation, on va dire, long fleuve tranquille, mais on s'est très très bien trouvé. Ouais. Elle s'est créée les bons moments Oui. pour. Voilà. Et après, c'est clair qu'elle m'a toujours connu préparer une course, préparer un événement, avoir des projets autres que juste mon travail du moment. Tu as connu sur une course? Non, c'est connu au travail. Comme souvent. Ouais. Et donc, ton job d'aujourd'hui, elle est pas loin de la sphère, mais en tout cas, on va venir donc parler du TMB. Mais en quoi c'est si central dans ta vie, finalement, ces 4 lettres? Est-ce que véritablement, s'il y avait eu, je sais pas, un coup de foudre pour la Maxi Race, la Saint-Élion, les Templiers, etc., alors tu vas me dire, c'est pas l'ultra, ou je ne sais quelle autre course, qu'est-ce qui fait que ces 4 lettres pour toi ont résonné en toi dès 2009, même si on avait que 3, c'était la CCC, où il y avait l'UTMB derrière la finalité. Qu'est-ce que ça incarne pour toi dans ces années, il y a 15 ans maintenant? Je pense que très vite, de devenir bénévole Hmm. à l'UTMB, Oui. très vite Catherine et Michel Poletti. Ouais. Bon, après, d'autres personnes, il y avait Nathalie Ecker à l'époque, plein de gens géniaux. Alors, ils n'étaient pas pleins à l'époque, c'était que quelques-uns. Mais très vite, avec Catherine et Michel Poletti, on a une vraie relation. Alors, moi, avec Michel, ça a pris beaucoup plus de temps. Bon, Michel est beaucoup plus taiseux, plus. Et comment dire, le côté communication avec Catherine, forcément, tout de suite, on a été plus en relation. Mais j'ai très vite, en fait, adoré avoir des discussions, notamment avec Catherine et après avec Michel, sur... ils m'ont très vite impressionné et passionné par leur approche, toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir faire les choses bien, et pas forcément qu'on attendait qu'on les fasse ou comme tout le monde le faisait, mais à toujours beaucoup, beaucoup réfléchir à comment améliorer les choses. Innover. Et voilà, on parlait beaucoup. Très vite, on a à un moment donné parlé, ah bah tiens, il y a quand même des courses qu'on a envie de faire. Alors les Templiers, le Marathon des Sables, la Western States, l'UTMB. Ah bah tiens, est-ce que dans une vie, ce serait pas sympa de se dire, ok, j'ai fait. Alors, on parle d'un temps où le voyage était moins un problème. On se raisonnait pas. Ouais, on se raisonnait pas. Mais on avait comme si une certaine forme de raison de se dire, bah, je vais faire chaque course une fois, et quand je l'ai fait, dans ma vie, quelque part d'Ultra Trailer, elle est accomplie. Donc, à l'époque, on a créé ensemble l'Ultra Trail World Tour, qui était un peu les prémices en fait, des UTMB World Series. Très vite aussi, Michel est arrivé en disant oui, le sport, il faut qu'on arrive à structurer, parce que sinon toutes les courses, par exemple, prennent dans tous les sens et personne s'y retrouve. Et du coup, on a créé ensemble l'ITRA. Donc, j'étais un des membres fondateurs de l'ITRA avec Catherine et Michel Poletti. Voilà, puis des discussions. Je pense à force, tu vois, la relation que j'ai avec l'UTMB, c'est beaucoup de temps passé avec les deux. Surtout Catherine. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, je passe plus de temps avec Michel. Je pense que j'aime beaucoup. J'ai du mal à pas parler des anglicismes, mais ses apports, ses inputs qu'il me donne sur lui, comme il a été président de l'ITRA pendant des années, toute la partie où moi aujourd'hui je travaille beaucoup sur les relations avec les organisations internationales, comment structurer le sport. Lui m'apporte une valeur ajoutée folle. Donc je travaille beaucoup plus aujourd'hui avec Michel. Mais j'ai adoré travailler avec Catherine pendant des années. Et avec Catherine, aussi pour faire un peu toujours le parcours, un des gros sujets sur lesquels j'ai très vite travaillé, c'était le live. Et la mission de Catherine, et ça c'est très vieux, hein, ça date de 2011, je pense, c'était ah oui, t'as raison, il faut qu'on fasse à l'époque on parlait de web TV, donc retransmettre le sport, mais c'était 2 objectifs. C'était objectif numéro 1, c'est faire connaître le trail running, parce que à l'époque, c'était quand même très confidentiel comme sport. Donc, le fait de pouvoir le faire en live, ça va intéresser, on espère pouvoir intéresser des gens. Donc, ça, c'était ma première mission. Et la deuxième mission, c'était de dire, déjà, faisons en sorte que tout le monde ne se déplace pas à Chamonix pour voir l'UTMB. Vous pouvez le vivre de chez vous et de façon encore meilleure. Et donc, pendant 15 ans, j'ai été en charge du live de l'UTMB, du Mont Blanc, de hockey UTMB Mont Blanc, maintenant. Et ça, c'était aussi génial, parce que travailler avec des prestataires comme aujourd'hui Outdoor Sports Live,
Donc à l'époque, Mousse, Mhm. LTV Prod et Focal. Donc je les cite parce qu'ils sont très importants, hein. C'est des prestataires avec lesquels on travaillait, qui ont apporté une vraie valeur ajoutée, en fait. Et sur sur ce sujet-là, d'ailleurs, du live, avec un Seb Chéniaud Seb Chéniaud, qui avec ses caméras. et Mousse, ouais. 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 C'est toi qui. Enfin, je le sais, Et il y a un an, on discute de tout ça. Il en parle avec une certaine nostalgie, nostalgie un peu teintée de, tu vois, de ah ouais, mais aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme avant. Mais quand même, d'avoir vécu. Parce que quand tu vis ces intensités, Ouais. ces moments de création, ces moments, tu vois, où c'est la première fois. Intensité, pendant des années, Ouais. on se marrait en disant quand même qu'on faisait un live où on filmait des buissons pendant des minutes et des heures. Et ça a été assez récemment, enfin, quand on a été capable de suivre les coureurs avec des Ouais. GoPros, etc. Ouais. Donc l'intensité n'était pas. C'était surtout justement comment arriver à scénariser pour qu'il y ait pas trop, Ouais. soit pas trop pénible à regarder. Mais c'était, oui, des grands moments, et avec plein de gens géniaux. Floris notamment, qui est dans le dispositif, qui est la personne qui va toujours trouver les solutions techniques. Alors, j'ai posé la question Ouais. autrement. Alors là, pour le Pardon. coup, je te mets dans un piège, hein, excuse-moi, Ouais. mais comme je te le dis, c'en est pas un. Toi qui vis ces moments de création, Mm. toi, on a une idée dans la tête avec Catherine, on a une idée avec Mm. Michel, on a une idée avec tac, tac, tac. Et puis en fait, tu vois le truc se créer, c'est une naissance, quoi. Mm. Mais ce moment, enfin, ça, on est dans le sport, on ressent les mêmes choses. Tu vois, la Mm. première fois qu'on gagne, la première fois qu'on finit une course, toutes ces premières fois. Après, il y a un petit goût on sait qu'on ne revivra plus ce moment parce qu'on va le refaire, on va l'améliorer, mais Ouais. on va fine-tuner un peu le truc. Mais ça n'a pas la même saveur. Et toi, en fait, tout ce que tu nous dis à chaque fois, c'est des co-créations, Mm. évidemment. Tu renais comment après de ces moments d'intensité où il y a une chute, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un down, j'imagine. Et là, c'est une vraie question, hein, parce que il y a plein de gens là, j'ai vu qu'est-ce que je Ouais. fais de ma vie maintenant. Alors, soit j'ai vécu un truc extraordinaire, ou à l'inverse, je me suis viré. Mm. Pour renaître de ça, se réinventer, c'est quoi comment tu fais pour t'en remettre de tout ça à chaque fois? Alors, aucune idée. Mais en C'est- revanche, moi, ce truc-là, je le connais. Enfin, peut-être aussi parce que j'ai toujours plein de choses qui me passionnent en même temps. Tu rebondis à Donc, chaque fois. bah tiens, maintenant, je vais pouvoir me consacrer à ça. Hmm. Mais toi, typiquement, une course que j'adore, la Western States, Ouais. j'en suis à ma 5e ou 6e fois, et j'ai toujours le même kiff de me préparer toujours le même kiff de participer. Et je pense que je pourrais le faire jusqu'à la mort, hein, Alors, ouais, mais ça, c'est une énigme pour moi. Peut-être pour ceux qui ne nous écoutent pas d'ailleurs, mais alors, il y en a qui aiment répéter et c'est à chaque fois la recréation, Mm. la récréation. Tu vois, là, ça sonne et toi, tout de suite, on va se recréer. Mais alors, est-ce que toi, tu fais la Western Set vraiment dans cet esprit que tu viens de nous dire ou tu n'as pas l'objectif d'en faire 10? Là, on en a parlé un peu, mais de dire une fois que j'en aurais fait 10, c'est bon, voilà, ça y est, j'arrête, quoi. Non, je crois pas. Non, non, ouais, je pense être, ouais, je suis peut-être quelqu'un d'habitude. J'aime bien. D'accord. C'est marrant parce que faut réaliser que c'est hyper contradictoire avec le reste de ma vie, mais j'aime bien avoir des Ritualiser ces choses ouais, comme des ça. rituels, des moments. D'accord, donc c'est un mélange fois de nouveautés et en même temps aussi De répétition. de répétition. Mm. Ouais, bah, c'est ça l'harmonie dont tu parlais tout à l'heure, peut-être. Ouais. Ouais. Après, toi, j'irais pas faire, Mhm. pour pas les citer, un Templier. Mhm. Je l'ai fait 2 fois. Ouais, cool. Une Diagonale des Fous. Mhm. J'adore cette course, je la trouve géniale. Après, elle m'a toujours fait peur. Enfin, Oui. tu l'as fait aussi, je me dis. Non, pas encore ça, non. Non, Bah, c'est un sacré morceau. Mm. Et toi, là, je me dis, tiens, j'y retournerai bien. Mais je me dis, waouh, est-ce que je vais être capable d'encaisser ce truc? Parce que c'est vraiment dur. Voilà, donc, ça ne veut pas dire que quand j'ai fait quelque chose une fois, je vais forcément le refaire tout le temps, mais je crois que j'ai pas de souci à le répéter. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette Western States, pour ceux qui l'ont jamais faite, et ce qui est mon cas d'ailleurs, c'est unique. Alors quand tu vas dans l'Ouest américain déjà, c'est quelque chose d'assez unique. Alors est-ce que c'est pas aussi un peu ce qu'on a vu à la télé qui nous a un peu conditionné quelque part, ou est-ce que véritablement, et moi, j'ai ma réponse à moi. Quand tu arrives là-bas, il y a une atmosphère qui est très particulière, indépendamment de tous ces biais-là. Et puis après, cette course, qu'est-ce qu'elle arrive à incarner que les autres n'incarnent pas dans la symbolique, dans la vivance, tu vois, de ce moment, de ce truc-là, avant, pendant, après. Qu'est-ce qu'il y a de si singulier? La première, c'était quand d'ailleurs? Je pense, c'est les États-Unis déjà, c'est la Californie surtout, avec, C'était quand la première? Quelle année? je pense 2017. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Vas-y, ça fait Peut-être 10 ans. Peut-être 2018. D'accord. Ok, Et alors, par contre, je me suis fait, la première fois, j'ai bâché, je me suis fait, parce que
l'habitude des courses européennes où on hike beaucoup plus. Ouais, là, c'est vraiment très intense. C'est-à-dire, tu cours tout le temps. Dès que tu peux, tu dois courir, sinon ça passe pas, en fait, tout simplement. Une chaleur de fou, il fait entre 40 et 50 degrés. Donc, c'est vraiment des conditions assez extrêmes dessus. Pour moi, c'est le côté hyper accueillant des Américains que j'aime beaucoup, ce côté très friendly, justement, très connecté. Tu vois, moi, j'aime beaucoup ce côté où on se touche beaucoup plus, on se hug, enfin, c'est beaucoup moins distancé que chez nous en Europe. Donc ça, je pense aussi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et puis c'est aussi ce petit côté un peu, je pense, club à Western States, où au final, on n'est pas si nombreux que ça. Et du coup, très vite, tu connais les gens, tu leur parles, encore une fois, tu crées des connexions. Et aussi, ouais, le fait que moi, peut-être aussi par ma nature, très vite, je me suis fait plein de copains sur place, à Auburn notamment, et du coup, ravi à chaque fois. J'ai quelque part quelqu'un que je considère plus ou moins comme ma sœur qui habite là-bas, et chaque année, je suis ravi de retrouver la soirée. Donc, encore une fois, c'est pas raisonnable, mais j'ai une partie de ma vie, je pense, qui est là-bas en Californie. Mais c'est une sorte de retour aux sources. Ouais. Bon, tu vois, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de ce que je suis. Ouais. 2017. Et quand est-ce que tu l'as loupé depuis 2017? Alors, je crois que je l'ai refait en 2018 ou 2019. Non, la première année, j'ai bâché. Il m'a fallu, je crois, 1 ou 2 ans pour me requalifier parce que c'est plus vieux que ça, parce que il m'a fallu 1 ou 2 ans pour me requalifier pour plein de raisons. Et la dernière fois, c'était, il y a eu la période du Covid où pas pu le refaire. Et la dernière fois, c'était l'an dernier. Et, la plus belle pour toi? La plus belle, pour celle qui vibre le plus en toi. Première fois que j'ai fini, mais après, toi, moi, j'ai du mal avec toutes ces dates, etc. Pour moi, c'est plein de moments. Enfin, si je devais dire, si toi, c'est sur des personnes avec qui j'ai fini. Mais toi, je ne saurais même pas te dire, en fait, la date. Mais tu sais, la Western States, tu peux avoir un pacer. Et Donzi, qui était en tout cas un des membres du board de la Western States, qui m'avait pacé à l'époque sur la course. On a fini 2 fois ensemble, c'était à chaque fois génialissime. Il y a Alix, la compagne de Mathieu, de ton homonyme Blanchard, qui m'a pacé aussi, je crois, l'avant-dernière fois. Et j'étais vraiment dans le bad cette année. Elle m'a vraiment aidé jusqu'au bout final. C'était des super moments, des moments partagés en fait avec quelqu'un d'autre qui sont assez géniaux. Ouais, qu'on retrouve pas forcément sur les autres ultras. Le côté team, tu le retrouves. En tout cas, nous, on n'a pas cette culture-là, donc tu le retrouves moins. Et ça, alors après, j'ai jamais fait l'expérience de courir avec quelqu'un sur ce que tu évoquais tout à l'heure. Moi, j'ai jamais fait ça, du coup, je me rends pas compte. Mais qu'est-ce qui t'a piqué? Alors, en 2010, l'UTMB, tu le finis pas pour d'autres raisons, externe. Tu y retournes après? Avec la frustration, l'envie de la terminer, puis d'en découdre. Et puis en plus, entre-temps, tu as vu le inside de l'UTMB, avec ce que ça a de beau. En tout cas, ce qui a vibré en toi avec la connexion avec les personnes, l'humain, et puis l'ambition, parce qu'il y a de l'ambition. Je connais pas directement Michel, mais effectivement, c'est qu'il y a l'entrepreneur derrière, et avec sa vision, et l'envie de voir aboutir des rêves et d'accéder à l'incroyable, quoi, comme tu t'es prêt. Est-ce que tu aimes vivre aussi, toi, t'aimes partager, en tout cas, quand tout à chacun vit ses expériences? Et tu le ressens à quel moment, toi, justement, cette vivance de l'incroyable? Est-ce que c'est sur ce deuxième UTMB? Est-ce qu'il y a un moment en particulier, puisqu'on parle de moments et pas forcément de date, tu as raison d'ailleurs. Est-ce que pour toi, il y a un moment où tu vis cet extraordinaire? Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est au milieu sur l'UTMB? Est-ce que c'est tout, l'ensemble? Je vois pas de moment, en fait. Ouais. Là-dessus, ça s'est construit petit à petit avec plein de rencontres. C'est pour ça que tu n'es pas passé dans le podcast Le Moment, alors, parce qu'il n'y a pas de moment. C'est ça. Alors que moi, quelque part, le moment, c'est si le moment, tout ça, c'est le moment où ma soeur me dit, mais arrête de critiquer et aide-les. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, en fait. Tu vois, c'est fou, ça. Tu sais que je l'ai noté c'est la phrase pour moi du podcast, ça. Arrête de critiquer, plutôt critiquer va les aider. C'est fou, ça. Et c'est un game changer, en fait. Carrément. Et c'est vrai que toi, donc, 2011, j'y retourne. C'était, je pense, de mon souvenir, c'était la distance la plus longue. Ça avait été rallongé. Encore des problèmes. 2012, on démarre le live.
le live moi je cours quand même, hein, parce que le deal que j'avais du coup à l'époque avec les politis, c'était que j'étais bénévole, mais le gros avantage, c'est que je n'étais plus au tirage au sort et j'avais mon dossard garanti. Ça, c'était quand même un truc qui n'avait pas de prix. Et, Ça n'avait pas de prix. voilà. Mais du coup, on fait ça. Il y avait on avait je pense, la première édition du live. Et là, Catherine me dit, écoute, ça s'est pas très bien passé. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu cours plus l'UTMB et que tu restes. Ouais, et du coup, j'ai dit oui. Et c'est vrai que depuis, des fois que j'ai du mal à m'expliquer, c'est qu'au final, tout ça, ça fait que j'ai jamais recouru l'UTMB. Mais au final, ça m'a jamais manqué, en fait, parce que le kiff du live, c'était quand même assez génial. Ça me prenait beaucoup de temps. Après, d'un autre côté, j'étais très inquiet. Enfin, pas inquiet, mais j'apprenais le moment quand j'ai rejoint l'UTMB, je crois que c'était l'an dernier. Je rejoins définitivement en tant qu'employé l'UTMB, donc plus en tant que bénévole. Je suis parti sur d'autres responsabilités, qui fait que je n'étais plus responsable du l'école live. À l'époque, il y avait eu pas mal je pense que certains connaissent, mais il y a eu pas mal de critiques de l'UTMB, des incompréhensions, je pense, de la communauté, notamment aux US, et aussi il y avait cet épisode en fait avec la lettre que Zach Miller avait envoyée. En quelle année là? Ça me paraît 2023, non? Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Ok, je pensais que tu allais me dire. Oui, je suis sur date là. Oui, oui. Oui. Et puis après, il y a cette. 2023 au début 2024. Je ne saurais plus dire, c'est peut-être début 2024. Fin 2023 et début 2024. Tu rappelles le contexte, en fait, il y a une lettre non vraiment officielle, mais qui est partagée sur. Voilà, et puis après, Zach Miller à des coureurs en disant oui, est-ce qu'on ne devrait pas aller sur d'autres courses? Je pense que c'est pas mal, c'était juste histoire de dire. Et ça fait du sens aussi, il n'y a pas que l'UTMB, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein d'autres courses. La Diagonale, les Templiers, l'Hard Rock, il y a plein de petites courses qui sont passionnantes. Et effectivement, il n'y a pas que l'UTMB. Voilà, donc Zach Miller disait, est-ce qu'on n'enverrait pas un message en allant sur d'autres courses l'an prochain? Et là, dans les discussions, c'est vrai que moi, avant ça, j'avais déjà eu pas mal de discussions avec Catherine et Michel en disant, je pense qu'il y a une incompréhension qui est en train de se créer entre nous et les en bout, parce que moi, j'étais un peu noir, mais et les États-Unis. C'est important de faire de la présence. C'est vrai que moi, j'avais déjà prévu d'y aller. J'étais entre deux jobs, donc j'avais prévu d'aller sur place, de voir notamment Jean-Marc Jean qui était à Denver pour The North Face. Passer du temps là-bas, passer voir, aller, et aussi du coup aller participer à d'autres courses. Je suis allé participer à la Bandera, je suis allé participer à Black Canyon. Et quand vraiment les choses ont explosé, j'ai eu les Boulder Boys de Boulder m'ont mis en contact avec Zach Miller pour qu'on puisse lui expliquer donc j'ai eu un dîner très vite avec Zach pour lui expliquer le point de vue de l'UTMB. Et ça, je pense que Catherine et Michel ont dit tiens, elles en ont parlé avec Frédéric Lénard qui est le CEO, et très vite on est arrivé d'accord de dire tiens, ça pourrait faire du sens que je rejoigne l'équipe pour apporter cette. Donc là, c'est une création pure de poste, de mission. Et à l'époque, il n'y avait pas de responsable du sport et de la sustainability. Donc, au départ, c'était surtout côté sport, mais qu'avec très vite avec Julien, que tu connais, Julien Chaurier. Et du coup, on m'a demandé d'avoir la responsabilité des deux départements, ce qui pouvait paraître surprenant au départ, mais qui, aujourd'hui, je me dis, c'était très smart, parce que du coup, j'ai dans mon périmètre deux choses quelque part les plus importantes, et du coup, de devoir un peu balancer les deux. Et être à la fois capable de dire oui, le sport, c'est important pour le développement, mais il faut qu'on garde en tête qu'on veut le faire de façon sustainable pour le sport. Accessible, inclusive, diverse. Quels sont les mots que tu mets là-dedans accueillant. Que tout le monde se retrouve bien sur une épreuve de l'UTMB. Et je pense vraiment éviter l'écueil de c'est un sport réservé à une élite, à des sportifs extrêmement performants, etc. Non, c'est un sport où tu peux rentrer facilement. Où, je pense il y a un bip dans les oreilles, je ne sais pas. C'est la marche arrière du livre. Ok, d'accord. T'es bien venu chez moi, il y a les voix carrées là.
Donc, en tout cas, de balancer les deux, pour moi, c'est Dans l'ordre des choses, il y a d'abord cette création pour les athlètes et après on réfléchit plus global ou c'est d'abord non, on pense global avec ton arrivée et Julien qui se greffe ou c'est en même temps Non, je crois. Alors, j'étais pas dans les secrets des discussions à l'UTMB à l'époque. Ah, attends, on pourrait croire quand même, vu le niveau depuis tout ce temps. Non, ça c'est Frédéric, Catherine Michel, j'ai fait partie d'autres. C'est les directions de comité de direction. Qui dit, tiens, Fabrice, je pense, encore une fois, c'est ce que je suppose, j'ai compris, c'est Fabrice peut apporter une valeur ajoutée dans la connexion, notamment avec les États-Unis, aussi avec les athlètes, parce que j'ai pas mal d'athlètes dans mon entourage. Comment on peut l'organiser? Ah, oui, le sport fait du sens. Ah, en plus, il y a Julien Chorier qu'on aimerait recruter. Tiens, on va créer ce département que Fabrice prend en charge. Là, tiens, au fait, il faut aussi la sustainability, que vraiment on ait quelque chose qui avance. Et je pense aussi qu'ils se sont dit, si quelqu'un... que dans leur entourage, si quelqu'un faisait avancer les choses et ne lâcherait pas l'affaire, je pense qu'ils ont dû se dire... On va rajouter dans ton ultra patient et déterminé. Je suis Modor qui se sont dit, si on veut être sûr que les choses soient faites, lui, oui, j'avais dit déterminé. Donc jusqu'au bout, résilient aussi, du coup. Et tu m'as donné une mission, je sais ce que tu me dises, lâche, j'ai enfoncé taper sur la porte, je sais ce que la porte, elle cède. Ah ouais. Pourtant, t'as pas un gabarit à défoncer les portes. Ouais. Tu fais pas de la lutte. Tu fais pas de la lutte, quoi, ou du MMA. Non. Je te mets pas dans une cage pour un combat de MMA, non. Je te dis ça parce que je vais bientôt podcaster sur champion de ma vie, un super gars qui est apiculteur de Lyon et qui aussi fait du MMA. Et là, il est en top 15 mondial de la WEC. Ouais, ça commence à être du sérieux. Là. Tu vois que son profil Instagram commence à monter. Pas autant que l'UTMB. Qu'est-ce qui fait qu'en si peu de temps, parce qu'on peut là, quand tu dis ça, on a l'impression que ça, le côté, la mission que tu portes à l'UTMB, on a l'impression qu'elle existe depuis très longtemps, parce qu'en fait, très récent. En gros, je pose la question autrement, c'est fou comment d'un point négatif, très vite, on le transforme en quelque chose d'une mission, en tout cas l'UTMB, et peut-être même de façon plus générale. Le point négatif, c'est en gros les athlètes nous boudent d'un seul coup, nous boudent ou nous font une lettre d'intention comme quoi ils nous aiment plus, et puis nous on se remet en question. On réfléchit par rapport à ça, et puis on reste pas comme ça. On va recréer du lien, de la connexion, et puis on va même aller plus loin, on va créer une mission, comme dans le film, ça y est, on va prendre De Niro, c'est notre De Niro, et puis on va faire le de la mission, quoi. Et finalement, cette mission, c'est pas je vais amener... Alors, j'ai le film en tête, du coup, je fais l'image. Tu as vu le film, la mission, non ? Non, ça te parle pas, ce vieux film qui est formidable, je te recommande. C'est un vieux film avec Robert De Niro, mais en fait, voilà, c'est très religieux, puisqu'en fait, les Espagnols qui vont conquérir les contrées lointaines en Amérique latine pour les amener au catholicisme, quoi. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'est une fausse mission, quoi, en fait. Et là, tu te rends en question, tu te dis, mais en fait, je dénature un écosystème, une culture, des valeurs pour, un dogme qui n'est pas, qui est peut-être le mien, puisque ce sont des éclectiques qui vont là-bas. Et qui n'a rien à faire ici. Exactement. Et tiens, en faisant le lien, ça te parle peut-être, mais toi, en fait, on veut te missionner pour apporter ramener les athlètes. Et toi, en fait, ce que tu fais, c'est pas dire, non, voilà la bonne parole et écoutez-la et venez. C'est qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton attitude? Alors, Julien a beaucoup de responsabilités, sauf lui, il les connaît particulièrement bien parce qu'il était à leur place. Moi, pas du tout. Wow. Mais oui, non. À ce niveau, ok. Clairement non. Ok. Dès le départ, c'était de les écouter, comprendre à quel moment ils ne se sentaient pas forcément bien accueillis dans le sport, et quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs inquiétudes, quelles étaient... Je pense qu'on a aussi aujourd'hui, c'est aussi ce truc hyper paradoxal où on a un sport qui demande énormément aux athlètes. On a des athlètes qui donnent beaucoup et qui n'ont pas forcément eu beaucoup de retours aujourd'hui de la part du système. Et c'est vrai qu'après, on est dans ce moment où tout s'accélère. Et toi, au final, l'UTMB, c'était une course, il y a 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Donc en fait, en termes de temps, c'est très, 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 très court. Et encore une fois, je tire mon chapeau à toute l'équipe UTMB qui était déjà embarquée, d'avoir réussi à créer ça, parce qu'en plus, c'était le pire moment, en fait, avec le Covid, etc., où l'idée qui était bonne de dire, on va sortir du risque d'être une seule course, on va transformer ça en circuit pour réduire le risque,
Mais en fait, au moment où ils le font, c'est là où le monde s'écroule, où le truc improbable arrive. Et le Covid, donc, arriver, déjà, je pense que pour avoir fait justement beaucoup de bilans, etc., en entreprise, d'arriver à passer ce cap-là sans boire le bouillon, je pense que il faut vraiment leur tirer un chapeau. À Fred, notamment le CEO, d'avoir réussi cet exploit. Mais on est dans ce moment du sport où tout s'accélère, où les marques aussi vont de plus en plus de produits, mais en même temps, le contexte global est compliqué pour elles, donc les marques ne font pas forcément ce qu'elles voudraient, etc. Elles auraient besoin pour faire un vrai moment pour les athlètes. Donc, je pense que tout est en train de se redessiner aujourd'hui. Et pour moi, c'est important que, oui, nous, les organisateurs, alors, nous, on est gros organisateurs, donc je pense que notre business model, il est en train de se stabiliser. Je pense que c'est historiquement les petites courses, le business model, il fonctionne bien parce que c'est beaucoup de l'associatif, du bénévole, etc. Je pense qu'on est toujours dans le bad. Désolé pour les anglicismes, mais toujours dans la difficulté pour les courses moyennes. Comment arriver à ce que les courses moyennes puissent exister dans l'écosystème? Parce qu'aujourd'hui, entre nous, les gros, et on n'est pas les seuls gros, mais qui captons en fait beaucoup du marché du sponsoring des courses, et qui avons les moyens du coup pour payer des collaborateurs, faire fonctionner nos courses, etc. Les petits qui fonctionnent essentiellement sur du bénévolat. Ceux qui sont au milieu, c'est très très compliqué pour eux d'exister. Donc, comment est-ce qu'on trouve un moyen pour eux qui se développent? Et trouver un modèle équilibré. Et comment on fait en sorte que les élites, les athlètes, puissent vivre du sport, qu'on ait des moyens de détecter les jeunes qui vont bien, et ça malgré, en faisant fi de l'endroit où t'es né, etc., comment détecter les meilleurs dans le monde pour les faire monter en niveau, faire grandir le sport et qu'ils aient de quoi vivre de leur sport. On a quand même encore beaucoup aujourd'hui, je trouve, d'élites qui vivent avec 3 fois rien, qui ont un job à côté, et c'est pas très fair, je trouve, c'est pas très sain. J'allais dire, ça fait partie de ta roadmap, donc je vais corriger, ça fait partie de ta to-do list. Ouais. Non, pardon. Oui, c'est pas forcément ma roadmap, mais en tout cas, moi, je me sens investi de trouver des solutions. Je les ai pas encore. On travaille encore dessus, avec Julien, pour trouver des solutions, mais pour moi, c'est important que tout le monde s'y retrouve en fait dans l'écosystème. Oui, puis chacun avec son tempérament, son caractère aussi, parce que c'est vrai quand on y est avec un Fred Tranchant qui a un tempérament très humble, très disponible, etc. Et c'est sûr qu'à côté de ça, on va avoir des athlètes qui ont beaucoup plus de charisme et qui ont beaucoup d'impact, entre guillemets. Et on peut saluer l'humilité d'un athlète comme Fred. On peut saluer le tempérament d'un Théo Détienne ou d'un Mathieu Blanchard qui ose faire des choses et assumer des prises de parole. Et finalement, comment proposer un écosystème dans lequel tout le monde peut, parfois, comme tu dis, survivre. Parce que pour certains, c'est juste une question de survie financière, malgré leur niveau et leur palmarès. Et c'est pas tant lié finalement à leur palmarès, aussi c'est leur capacité, leurs aptitudes et leurs envies aussi d'aller d'avoir une posture médiatique, de prendre la parole et puis de pouvoir donner de la lumière aussi à ceux qui les aident, que ce soit les courses, mais que ce soit aussi les marques, comme tu parlais. Effectivement, c'est un équilibre assez fragile et c'est pas simple en fait l'équation. Non, c'est clair. C'est clair, un Fred Tranchant, tu dis, avec son parcours là, j'ai l'impression que pas grand monde le connaît. Je ne sais pas comment est-ce qu'il gagne bien sa vie, pas bien sa vie, etc. Mais je pense que ça peut être que simple. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important qu'on ait... J'aime bien échanger, moi, avec... Alors moi, pour le coup, excuse-moi, on est un peu en dehors du cadre du podcast, mais comme c'est un sujet qui me tient à cœur, personnellement, d'aider les sportifs à vivre de leur passion, que ce soit dans le cadre de leur pratique, mais même aussi après, la transmission, la transformation, pouvoir rebondir après une carrière sportive. Ça, c'est un de mes cœurs de préoccupation avec champion de ma vie. Mais tu vois, j'aime particulièrement ces profils-là qui sont un petit peu, pas invisibles, mais qui ont des parcours de vie que tu as envie de dire, mais parle, quoi. Et en fait, c'est comme, et je crois que c'est un sujet qui tient à cœur aussi, que ce soit le sujet des femmes, que ce soit les premières. Ce que j'allais dire, c'est qu'on parle d'un homme blanc en France, donc là, c'est difficile. Si tu es femme africaine ou en Amérique centrale ou du Sud, qui sort du quartier. C'est compliqué. T'as été sensible hier d'ailleurs au trophée qui a été remis à Florentin avec le projet, j'ai oublié le nom, mais où il y avait les jeunes des quartiers d'Annecy qui ont fait découvrir la montagne qui est juste à côté. Oui, et nous, ça nous parle énormément. On sait que c'est aussi un sujet
pareil dans roadmap, alors du coup, c'est pas du tout une roadmap, mais on l'a, et c'est hyper important, notamment pour la famille Poletti, de comment on fait en sorte qu'aujourd'hui, nos courses sont chères, parce que ce que les gens ne captent pas toujours, hein, c'est que l'économie, en fait, d'une course, au final, le dossard, souvent, ne paye pas les coûts engendrés par la course. Souvent, c'est le sponsoring qui compense, qui permet de compléter. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, le modèle qu'on a, nous, nos dossards sont extrêmement chers. Et du coup, on ferme la porte à beaucoup de personnes qui pourraient venir courir. Et comment trouver des solutions pour qu'ils puissent accéder alors, soit qu'on arrive à baisser le prix de nos dossards, soit faire des chemins pour accéder à notre sport. Je te fais une remarque très pas cool, mais en fait, je pense que tu es habitué. Parce qu'en fait, finalement, quand on fait des preuves d'amour, ça te rend sensible, et quand on fait des marques un peu plus agressives, là, tu vas avoir du répondant. En fait, ta mission, c'est provoque ce que je te dis, c'est un peu de la poudre aux yeux, c'est en fait pour se donner bonne conscience, c'est un peu pour dire, bah oui, bah, de toute façon, on a 99% de notre job, on sait, on fait du business, etc. Et puis 20%, c'est pour aller, on va mettre un petit peu pour les athlètes, pour se donner, entre guillemets, bonne conscience. Je fais de la discussion de comptoir, là. On va mettre ah putain, je suis méchant, un pantin pour parler de trucs, pour être un peu plus inclusif, tu vois. Et malheureusement, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir dans les médias, c'est que des fois, l'inclusion, tu vois, c'est juste de la com, quoi. Donc, Fabrice, après les méchancetés que je viens de te dire, puisque je te connais, je sais ce que tu fais, fondamentalement, puisque ta mission, c'est une mission qui te tient particulièrement à cœur, c'est pas une défense, mais comment tu m'aides moi à voir autrement, finalement, ça, c'est, je fais un pas de côté, et je vois ce que vous faites vous. Là, j'avais pas conscientisé ça, alors je pense que la discussion y contribue, mais face à cette altercation, c'est quoi, toi, comment tu fais le pas de côté pour les gens, et puissent se dire, mais c'est vrai, j'avais pas vu comme ça. Alors, c'est pas facile, parce que moi qui connais justement beaucoup et depuis très longtemps Catherine et Michel, leurs enfants aussi, David, Lisa, etc., pour moi, c'est en eux, et on partage ces valeurs. Après, je pense, oui, ce que beaucoup ne voient pas, je pense, c'est quand tu as une entreprise, bah, tu dois la faire exister, tu dois faire en sorte que... et je pense que pour beaucoup, imaginent que l'UTMB, c'est une machine qui gagne énormément d'argent depuis très longtemps, et que enfin vous vous préoccupez. Non, en fait, je pense que pendant très très longtemps, jusqu'à il y a quelques mois seulement, la question numéro 1, c'était la survie dans l'entreprise. Comment faire en sorte qu'on y arrive. Donc les préoccupations sociales, environnementales, etc., elles ont toujours été là. Mais et encore une fois, ça faisait pas plaisir à l'époque, mais bon, tu as dû connaître ce moment-là, mais quand l'UTMB a dit non, mais on arrête les gobelets, alors on va me dire ouais, mais c'est rien du tout. Oui, mais sauf qu'à l'époque, quand on a dit on arrête les gobelets, vous venez avec votre gobelet et vous attendrez d'être servi dessus, bah c'était la cata en fait. Et ça, les Poletti l'ont tenu, ont voulu le faire, l'ont tenu et l'ont maintenu. Et pour moi, comme je vois ce qu'ils pensent, je me dis je suis juste en train de m'assurer et d'exprimer leur volonté sur les cours. Et ça partage mes valeurs à moi, du coup. Ça pas juste une valeur sur des actions maintenant. Voilà, ouais. Et de s'assurer de dire que, oui, on a des équipes qui, leur job numéro 1, c'est comme de faire que, en fin d'année, même tous les mois, on puisse payer des salaires et on puisse avancer. Combien de personnes pratiquement 100, je crois, aujourd'hui. Centaines de personnes, merci de le rappeler. Pour une soixantaine de courses dans le monde. Donc, toi, c'est pas non plus un ratio. On gère. Alors, il y a des courses qui sont gérées par des franchisés, on va dire. On va appeler ça, c'est pas vraiment des franchisés, mais on va appeler ça comme ça. Puis il y a des courses qui sont gérées directement par nous. Et donc, c'est énormément de travail. À ce travail. Ouais. Et encore une fois, le business model de la course n'est pas du tout ce qu'on imagine. Et c'est c'est presque pour moi un business de centimier, où tu dois faire attention à chacune de tes dépenses pour être dans un résultat positif. Quand tu t'appelles notamment UTMB, il y a des cas où tu peux vraiment travailler avec énormément de bénévoles. Nous, sans bénévoles, c'est clair qu'on ne ferait rien non plus. On a besoin de ces bénévoles. Mais il y a plein de coûts de sécurité, de météo, etc., que tu dois payer directement. Ça coûte très, très cher. Et c'est ce qui contribue à tout vous faites travailler, il y a 100 de salariés, et puis il y a tous les prestataires qu'on fait vivre aussi. Oui. C'est combien d'emplois d'ailleurs, si on met tout à bout du scène? Vous avez pas je crois que ça n'a jamais été fait, ça. Mais en revanche, ce qui est clair aussi, parce qu'on en parle souvent avec Catherine et Michel, c'est important qu'il y ait un ruissellement, et qu'effectivement, on s'assure que tout le monde profite
de cette montée du trail et de l'UTMB, que les coachs s'y retrouvent, que les athlètes s'y retrouvent. Donc on dit pas, on est loin d'être parfait, hein. Il y a encore plein de jobs à faire, mais il y a vraiment cette conscience. Et ouais, pour revenir à ce que tu disais, à part dire non, ouais, mais puis, quelque part, pour moi, c'est pas tellement important qu'on me croit ou pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je le vois dans toutes les actions qu'on a, dans tous les retours que j'ai aujourd'hui du terrain. Et ça, pour moi, c'est le truc numéro un. Ouais. Bon, il suffit de suivre aussi ta propre personnelle, hein. C'est même pas pour le compte de l'UTMB que tu communiques, c'est pour toi parce que tu aimes faire ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, en tout cas, quand tu mets tes posts sur LinkedIn. Ouais. Alors oui, quand on regarde LinkedIn, de toute façon, c'est de la com. Oui, quand on regarde, quand on lit les premières lignes, il y a peut-être un hook fait par une IA derrière, mais on sent bien derrière qu'il y a des tripes. Ce qui nourrit ce qui est écrit, c'est quand même toi, ton tempérament, tes convictions d'homme, d'être humain, et pour être le reflet aussi de tes actions qui sont en train d'être menées. Alors, est-ce que c'est la même question, est-ce que c'est pour donner pas de conscience ou est-ce que c'est pour dire, non, c'est faire savoir ce que tu fais finalement, parce que comme tu dis, ma réponse, c'est d'agir, c'est de faire des choses avec Julien et toute l'équipe, mais en même temps aussi, tu le relais. Donc, c'est une communication, ça aussi sur LinkedIn que tu fais par rapport à ça. Ouais, puis c'est de parler de mon kiff. Ouais. Je pense ce à quoi tu fais. C'est vrai que dernièrement, j'ai partagé, parce on a tout un plan qui a été fait avec Oka pour les places des femmes dans le trail running. Et on s'est dit, oui, on veut plus de femmes. Et ça répond aussi comment dire, s'il y a plus de femmes, l'UTMB sera content, il y aura plus de coureurs. Oka sera content, il y aura plus de personnes qui achèteront des chaussures. Mais tant qu'à faire, faisons quelque chose de positif au global. Et on a eu plusieurs actions avec les équipes Oka. Eux, ils ont travaillé aux États-Unis avec des associations locales. Ils ont fait venir des femmes qui venaient de banlieue à Auckland et à Los Angeles sur une de nos courses. Nous, on a travaillé avec Free to Run. Je pense que ça parle avec Stéphanie Case, qui est dans Free to Run, qui est une association qui s'occupe de jeunes femmes qui habitent en zone de guerre et qui se sert en fait de la course à pied pour les aider à s'émanciper et pareil, encore une fois, à injecter quelque chose dans leur vie. Alors, peut-être, on peut voir ça comme on va dire ton histoire de mission, mais pour moi, c'est plus de l'émancipation et de mettre un cadre dans sa vie. Et ça aide beaucoup dans plein de zones de guerre. Et là, on a eu des jeunes femmes d'Irak, d'Afghanistan, qui sont venues sur une de nos courses, qui ont été accueillies par Esther Silak, qui est une athlète élite, qui était là pour les aider à rentrer dans... Et c'est des images, mais tu kiffes. Il y avait Alexis Baird qui était sur place pour filmer cette histoire. Je pense qu'on a de quoi raconter des histoires de fou, d'inspirer les gens, de faire rêver. Et les images, les premières images qu'on a eues, elles sont dingues. Donc moi, ne pas les partager, c'est compliqué. J'ai pas envie de les partager forcément sur le compte de l'UTMB parce que on a déjà beaucoup de choses à raconter à l'UTMB, mais moi donner aussi un peu ce côté back office. Moi, ça me fait bien kiffer. Ouais. Et est-ce que tu n'es pas déçu, c'est peut-être pas le cas hein, d'ailleurs, mais de l'impact que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'en fait, quand on communique pas sur des personnalités connues, ça a pas tant d'impact que quand c'est une personne que tous les gens connaissent et veulent voir et veulent connaître davantage. Tu sais, c'est les médias, je pense que tu les as face à toi, ils disent oui, mais on sait que ça fera pas d'audience ton truc parce que c'est... si on va sur telle chaîne ou tel média, nous, il faut de la popularité, il faut des gens populaires et tout. Et là, l'histoire est belle, mais elle fera pas son effet. Donc, ça te met dans quel état quand on entend ça? Est-ce que c'est une réalité? D'ailleurs, c'est peut-être pas une réalité pour toi. Je pense que il y a une part de réalité là-dedans. Oui. Après, ça nous d'être malin et de raconter plusieurs histoires en même temps. Ouais. Et du coup, de sensibiliser sur des choses qui ont de l'importance, enfin, tout a de l'importance, mais d'avoir effectivement des élites. Ouais. Tu partages le temps de mixer les deux. Ah oui, c'est ça la clé peut-être, ouais, je pense. Et justement, ces personnalités plus en lumière, ils sont OK avec ça? Ça rend dans... Ça les rend... Moi, ça donne du sens. Qui n'a pas le... Ouais. Ouais. Non, mais c'est une bonne idée. C'est du win-win, en fait. Et après, on n'a pas, ce qu'on fait avec Free to Run, on n'a pas forcément besoin de le documenter. Nous, on sait que le travail qu'elles font, il est extraordinaire. Ouais. Je pense que c'est
Mais si tu ne communiques pas, ça ne changera pas le monde, quoi. C'est ce que je veux dire. Enfin, j'ai un peu le sentiment que ça reste une Il y a des choses qu'on peut faire, on n'a pas forcément besoin d'en parler. Il y a des choses où on dit, OK, si on veut. Alors, moi, typiquement, pour raconter l'histoire de ce qu'on fait avec. Quand on fait venir ces jeunes femmes sur nos événements, c'est pour elles, c'est une expérience, je pense, hyper cool. C'est aussi de pouvoir inspirer d'autres personnes, donc hommes et femmes. C'est possible. Surtout les femmes, de dire, voilà, si la jeune Fatima, elle peut s'entraîner, venir sur une course et vivre ses émotions que je vois à l'écran, bah, pourquoi pas moi? Enfin, il faut les voir à l'écran pour le voir à l'écran. Voir à l'écran et raconter l'histoire et avoir une histoire à raconter qui fait que tu as intéressé au-delà de moi qui va intéresser les gens. Ouais. Et ton histoire à toi? Parce que toi, elle est sacrément bordélique. Il y a le chill va être compliqué, tu vois. Non, je pense qu'on a. Si on, oui, alors peut-être si on réfléchit en tiroir, tu vois, en mettant les bonnes cases, les bonnes croix, etc. Mais la vie, c'est pas ça. C'est pas que des cases. C'est atomique. Il faut reprendre un terme d'Éric Lacroix. Je devais voir tout à l'heure. Eric, j'espère pas être en retard pour le rendez-vous. Mais voilà, atomique. Et nous, on s'y retrouve en fait là-dedans. Donc, ce qui compte, c'est que toi, tu t'y retrouves. Est-ce que tu t'y retrouves dans ta vie? Là, notamment, oui. Ouais, génial. Tu sais où t'habites? Quand pire. Plus compliqué des fois, mais non, mais encore une fois, quand je vois ces images, quand je vois ce qu'on a fait avec les Raramuri au Mexique, c'est que du kiff. Que du kiff. Ouais. You made my day. Ouais. Mais cette expression, tu t'as fait ma journée, quoi. Il n'y a pas d'équivalent en français, je trouve. Non, c'est vrai. Enfin, j'ai vécu ce moment-là. Maintenant, c'est comme disait Jean-Michel Larquet et Thierry Roland en 98. Maintenant, voilà, on a. Ouais, c'est bon. C'est mort. Ouais. Bon. Moi, ça fait longtemps que je me dis que. Ouais. Alors, je dois peut-être y aller, mais dans mon parcours, justement, il y a eu un moment assez compliqué. Enfin, pas compliqué, mais. J'ai cours sur coup, en fait, plusieurs personnes proches qui sont décédées. Et ça m'a fait vraiment percuter qu'il fallait pas traîner et qu'il fallait que ne jamais dire, en fait, ce kiff-là, je me le ferai plus tard. Et ça a été... je pense que j'avais quel âge? J'avais peut-être 30 ans. Ah oui, ça t'est arrivé tôt, cette prise de conscience. 30 ans, vraiment coup sur coup, et sur un accident, 2 cancers, et des cancers vraiment différents. La famille, des amis. En fait, des amis très proches. Et tu dis, en fait, tout peut s'arrêter tout à coup. Et du coup, et ça, je pense que ça a été... je pense depuis, c'est vachement mon driver de me dire, si tu as envie de faire un truc, t'attends pas. Et ça, des fois, ça peut être un peu, je pense, compliqué pour les gens autour de moi parce que j'ai pas la patience. J'ai le côté tactique de dire, il y a des choses qui vont prendre du temps, mais quand je vois qu'on peut faire un truc maintenant et qu'il y a des gens qui... quand il y a des gens qui freinent juste pour freiner ça, moi j'ai rentré en dire on va faire quand même, mais ça doit être maintenant, tu vois, je sais pas. Si. Ouais. Il n'y a pas trop des gens comme ça à l'UTMB, non? C'est des gens qui freinent parce que pas pour des raisons, tu sais, peu de poste, c'est mon poste, c'est ma mission, je m'agriffe et c'est comme ça, pas trop vite, si tu vas me déstabiliser, la nature humaine, quoi, en fait. Voilà, la nature humaine, et aussi le fait des fois, les gens n'ont pas forcément toutes les infos que toi tu as, et du coup, il faut prendre le temps de leur expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important, etc. Donc, ça, c'est pas que l'UTMB, je pense que c'est partout dans toutes les entreprises. Ouais. T'as à chaque fois ce sentiment d'un côté, il se passe ça, mais de l'autre côté, trouver cette sorte d'équilibre. Quand même, moi, je suis un rapide, mais il faut accepter qu'il y a des gens qui sont plus lents. Ça, moi, là, ça qui fait que tu te rends compte qu'il faut balancer. Je t'ai demandé ton âge? Non, je crois pas. 54. Ouais. J'arrive à 54. Et quand t'avais... j'ai l'air 65, mais ça, c'est la fatigue. La fatigue. Non, ça va. Bon, c'est un sport qui marque, ceci étant, la course à pied. Comme on dit, l'ultra, il y a plein de belles choses, mais aussi, quand on revient à l'ultra, on a pris quelques années quand même. Ouais. Bon, on se refait. Oui, tu as 54 ans aujourd'hui, tu dis ça, tu as cette prise de conscience, allez, pas la moitié de ta vie, mais un petit peu plus. Un peu plus, 30 ans. Je vais pas te vieillir quand même, mais en quoi, en gros, sachant tout ce que tu sais aujourd'hui, quand tu avais 30 ans et tu as eu ce déclic, tu te dirais, fais gaffe, mec, juste un truc quand même, quoi. Tu dirais quoi? Tu te dirais quoi, toi? De pas sacrifier. Je pense, je vois ça beaucoup par rapport au travail, mais quand vraiment une situation ne te convient pas,
tu dois agir en fait. Tu dois pas accepter les choses qui te vont pas. Et je sais pas si c'est très clair de ce que je dis, mais Quand un recoupe, parce que tu disais tout à l'heure, l'environnement ne te correspond pas, tu n'es pas dans une bonne posture, une bonne attitude, c'est de pas accepter et de se dire ok, je dois pas me dire ça ira mieux dans 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans. S'il faut changer, il faut changer. S'il faut faire autre chose, il faut faire autre chose. D'accord. Mais ça fait peur. En gros, beaucoup de gens, ce que tu dis, peut-être à toi aussi, quand tu as 25, 30 ans, ou peu importe l'âge, finalement, le changement aussi, c'est une perte d'acquis, c'est un déséquilibre aussi. Oui, c'est C'est pas si simple, quoi. bah, c'est enfin, arrêter d'avoir peur, tout simplement. Ouais. Comment tu fais, toi? J'ai toujours plein de peur, Ouais. mais après je me force. Je pense que si pareil avec l'âge, de dire ok, ouais, mais ça va bien se passer. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça se passe bien d'ailleurs? Est-ce que on revient à ce bon sens humain, l'homme est bon? Finalement, malgré les a priori que j'ai pu avoir de l'être humain, en finalité, il y a beaucoup de belles choses et de belles personnes et pas que le mauvais. Et quand tu étais sur un chemin et que tu en choisis un autre, t'avances toujours, là, plus forcément vers le même endroit, mais tu continues d'avancer. Et dans cette transformation qui est la tienne personnelle, on a parlé de la famille politique, évidemment, on a parlé de tes amis et ton cercle proche, ça c'est ton cercle intime, t'en pas si tu veux ou pas, mais tu parles de Julien parce que c'est quelqu'un aussi avec lequel tu collabores aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as envie de saluer? Parce qu'il y en a plein, hein. Donc choisir 2, 3, non, c'est pas l'idée de choisir. Mais si il n'y avait pas eu ces rencontres-là, franchement, la vie aurait pris un petit bien un peu différent, un peu moins de saveur, moins d'épices. Tellement de monde. C'est vrai, c'est vrai, quand on te voit toi, mais t'as envie de décevoir personne, tu as une soirée, tu dis... Jean-Marc Dian, dont je parlais tout à l'heure, avec qui on s'est toujours bien marré et qui est quelqu'un de brillantissime. Mathilde, forcément, ma compagne. Non, Catherine et Michel Politi. Puis après, oui, il y a tellement de monde, mes collègues dont je te parlais d'Exolt, le créatif. Non, il y a vraiment trop de monde pour citer. Et ça a l'impression d'être... Et tes payseurs. Payseurs, Don, Non, oui, ça, c'est au final, quand t'as... Moi, je me sens plutôt en sécurité parce qu'il y a tellement de monde avec de la bienveillance autour de moi que... C'est ça qui inhibe la peur? Ouais, je pense, peut-être, oui. Ouais. Ah, mais on sait que la résistance au changement, c'est la peur. Et quelle est l'alternative à ça? Ouais, c'est ce que tu es en train de me dire. Pour toi, en tout cas, c'est t'as ton approche à toi. Bonsaï. Bonsaï. Ça, je me coliche. Les jeunes n'y connaissent pas ça. D'ailleurs, en parlant de coluche, t'as des personnes, enfin des personnes, des gens qui t'ont inspiré, entre guillemets, au-delà de ton cercle, toi, mais tu vois, des inspirations, des films, c'est un film préféré, une musique qui te transporte, par Vangelis, des Si, Vangelis. Il va bien en parler. C'est vrai? C'était toi l'innovation? Non, ça c'est Catherine, je pense. Peut-être que... Ah non, c'était moi, mais non, Catherine. Oui, c'est des fans de musique, Catherine et Michel. Ah, mais pourquoi ils ont choisi? Tu sais, t'as déjà posé la question, pourquoi cette musique et pas une autre? Non. Ça aurait pu être Mission, d'ailleurs, avec Ennio Morricone, par exemple. Peut-être que je l'ai su, mais je ne sais plus. Mais par contre, oui, c'est un truc d'ailleurs qui me fascine toujours, c'est que ils ont fait ça hyper évident que ça amène quelque chose de fort. Et moi, le nombre de fois où je vais des départs de course, et juste, c'est bon, bah allez, c'est parti, on y va. Je dis, mais c'est amener un truc un peu plus sympa. Et comment, justement, ils ont réussi, eux? C'est le truc, c'est la sérendipité, hein, comme on dit. C'est le truc improbable, et puis il se passe cette alchimie, ce truc incroyable dont tu nous parles, l'extraordinaire. La course, ok, avec tous ces symboles, l'histoire 2003, et puis après l'innovation, l'entrepreneuriat, et puis après on y met une musique, on y met la voix de Ludo, enfin, et ce qui fait que ça devient un truc juste mémorable, quoi, ce moment-là. Bon, je pense qu'il y a déjà le Mont Blanc. Oui. La vallée du Mont Blanc, le lieu, il est quand même... les énergies. Quand tu fais le tour, c'est comme plein de lieux dingues. Je pense que vraiment, Catherine et Michel, ce côté, on veut toujours faire mieux, toujours améliorer. Moi, je tiens vraiment à être avec eux sur des événements. Ils allaient regarder, ah tiens, t'as vu, ils font ça comme ça. La remise des dossards, c'est comme ça, c'est intéressant. Et de jamais s'arrêter dans l'amélioration des choses. Moi, tiens, je pense important dans leur approche, c'était aussi d'être dans la construction dans la durée. Et toi, plusieurs fois,
on me challengeait sur typiquement des prestataires, on en parlait tout à l'heure sur du live, et à chaque fois, je disais non, c'est pas facile avec eux. Et j'étais vraiment backé, soutenu par Catherine là-dessus, de dire oui, c'est compliqué, oui, on pourrait faire des appels d'offres pour faire avoir moins cher, etc. Mais on préfère travailler avec des gens dans la durée et construire avec eux, les faire grandir, et nous grandir avec eux, que de chercher juste du prix et un avantage court terme. Et que construire ensemble, on ferait mieux les choses. Donc ça, je pense un peu tous ces 3 éléments, ça fait. Hein. Ouais, l'amélioration, l'innovation, la durée, la construction, et puis après la magie de l'allure. Leur valeur, on en parlait tout à l'heure, hein, sociétale et environnementale. Et je dirais, sociétal, j'ai l'impression que c'est beaucoup les enfants politiques. Ouais. Même si ça ne veut pas dire que les parents s'en foutent, hein, mais je pense que David, Isa, Mika, qui est de la famille aussi, pour eux, la partie sociétale est ultra importante. La partie environnementale, c'est Michel qui est un coureur qui adore la montagne. Pour lui, c'est vital que notre environnement soit préservé. Putain, Catherine qui est toujours là. Bah ouais. La patronne. Et qui. Mais c'est marrant parce qu'elle, on a parlé parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'était Next. Je crois pas qu'il y était, mais sur les femmes. Et Catherine, je pense qu'elle, elle bug. Parce que pour elle, bah non, t'es une femme, tu prends ta place, et puis tu y vas, et puis bah, on n'aurait besoin, il n'y a pas de sujet. Ouais. Et mais Catherine, tu comprends que pour beaucoup de femmes, c'est comme beaucoup moins facile que pour toi. Ah bon, et pourquoi? Et oui, c'est dingue cette histoire. Ouais. J'entends tout à fait ce que tu dis là, et pour le coup, tu as envie de mettre en avant des personnes parce que ça paraît tellement évident. Et pour eux, c'est compliqué. J'ai pas la légitimité parce que je suis une femme, j'ai pas la légitimité parce que je suis trop jeune, j'ai pas la légitimité parce que je suis pas dans le modèle. Il n'y a pas de question pour ça. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Il est tous différent, c'est ça. Le fait, c'est qu'on est tous différents. Oui. Et en fait, pour autant, quand même, il y a encore un travail à faire en termes d'incarnation, de représentation de ce qu'est le monde au travers de l'UTMB. Ça, c'est une mission c'est notamment une des tiennes, quoi, cette sociétale. Ouais. Si tu avais à choisir d'ailleurs, sociétale ou athlète? Je ne peux pas choisir. Allez, comme j'avais 2 enfants, comment veux-tu que je choisisse? Il y a quelqu'un qui me regarde là, avec ses petits yeux. C'est vrai que c'est une décision. Ouais, tu t'as dit un truc en fait. Je vous invite tous à prendre rendez-vous avec Fabrice. Je vous invite tous à prendre rendez-vous avec Julien d'une façon ou d'une autre. Et ils ont un agenda qui est pas évident, mais quand même, croisez leur regard et dites rien. Juste croisez leur regard. Enfin, croisez le regard de Fabrice, je peux vous dire. Moi, la première fois, je lui. Il est fatigué, mais. Ouais, justement, c'est parce qu'elle la fatigue aussi. On voit les émotions et au travers du regard, c'est le miroir des émotions. Hein, c'est le miroir de ta mission, quoi, en fait. Et il y a juste à te regarder, quoi, pour comprendre que il y a un truc qui est en toi, quoi. Et c'est au-delà de ta fiche de route, c'est au-delà de la roadmap, machin, etc. C'est en toi. Ah oui, je pense en tout cas, on est sincère. Julien, moi, dans les valeurs. On est tous sincères. Enfin, dans l'entreprise, hein, quand même. Et justement, tu en es parti sur ultra, passion déterminée. Là, on termine sur quoi? Sincérité. Moi, je parle de ton regard parce qu'il me parle, en fait, comme Julien. Et Julien, hier, tu vois, dans son état de fatigue, non, mais Cyril, ça me fait du bien de déjeuner avec toi. Honorons ce rendez-vous. Si j'écoute mon énergie, le bon sens, non, faut pas, je peux pas. Et en fait, dans son regard, c'est gratitude, quoi. Enfin, moi, et finalement, je pense qu'il va autant l'un dans l'autre, on voit la même chose. Donc, moi, ce serait ce mot-là qui me vient à l'esprit, si tu vois, si je pense le regard de Julien à l'instant T comme ça. Et toi, quoi, c'est quoi les mots là alors là, ça c'est mon truc. Moi, je cherche toujours des mots tu peux le dire en anglais d'ailleurs, mais tu parles de valeur à l'UTMB et si tu regardes maintenant toute cette histoire, qu'est-ce qu'il en reste? En quelques mots comme ça. Toute cette histoire de l'UTMB? Toi et l'UTMB, toi, tout ce que tu vis, tout ce qui vibre en toi, au travers des valeurs, parce que les valeurs, c'est des grands mots. Mais... moi, c'est juste, genre une chose à ces images du dimanche, qui sont même plus importantes quelque part pour moi que. Alors, si parlons le samedi. Moi, c'est des moments parce que c'est des amis ou des. Toi, quand on parlait de Rootcroft hier, qui a gagné le prix Milestone, enfin des Trail Running Awards. Ah, peut-être une année. Moi, je me souviens de la première fois où c'est un de nos speakers, Martin Gaffuri, qui dit ça t'embête pas dans la pioule qu'on a à Chamonix, parce qu'on partageait tous nos. Si je peux venir, j'ai ma copine qui est là, et on discute. Donc, c'était, je sais pas, peut-être 2015, 2016, je sais pas.
Oui, bah, salut, bah, comment t'appelles? Ruth? Oui, bah, je suis venu courir, je suis venu faire l'OCC. Ah, bah, super. Et puis, bah, le lendemain, dis donc, c'est toi qui as gagné, non? Ouais. Et de voir, donc, toi, de l'avoir gagné l'UTMB en sachant tout ce qu'elle a mis, moi, je l'ai croisé 2, 3 fois l'été dernier avant la course, je l'ai croisé à Chamonix ou ici à Annecy, s'entraîner. Je voyais qu'elle se mettait vraiment dans le bad pour se préparer. Quand elle a gagné, c'était dingo. Ouais. Ou quand Marianne, qui est une super copine, finit à chaque fois moins bien que ce qu'on aurait voulu, mais finit, c'est du kiff total. Donc ça, c'est de la joie pour eux, mais le dimanche matin, ouais, C'est quoi? c'est que de l'émotion. Ouais. Ça a pas de prix, en fait. C'est bon. Et avec une petite pensée pour tous ceux qui terminent entre 21h et 8h du matin à Chamonix, il n'y a personne pour les accueillir, pas grand monde. Et c'est Alors qu'ils ont fait, comme une livraison. Ouais, Et là, le dimanche matin, t'as ceux qui arrivent parce qu'il faut terminer. Ouais. Et coûte que coûte, quoi qu'il arrive, j'arrive quand même. Cette année encore, je sais pas si tu étais à Chamonix quand tes derniers sont arrivés, c'est dingo. Moi, je te vois à certains moments sur ta ligne d'arrivée et comme un gamin, entre guillemets, mais tellement t'es crevé d'ailleurs. Ouais. Et tout le monde se demande, mais comment c'est un peu comme du décollé en fait, mais comment ils font pour tenir debout encore ces gars-là? Oui, c'est vrai que cette semaine-là, c'est compliqué. Ouais. Oui. Donc en fait, c'est de toi aussi que le dimanche matin, c'est ta ligne d'arrivée à toi aussi, quoi. Ouais. Pas que la ligne. En plus, c'est le moment où tu sais que globalement, tout le monde est rentré à bon port ou presque. Il ne reste plus beaucoup à arriver. Du coup, voilà, c'est vrai qu'on a eu une ou deux fois des drames sur le UTMB. Donc quand tu évites ce truc-là, t'es quand même content. Et toi, là, toute la pression de la semaine retombe. Parce que c'est vrai que c'est des semaines et des semaines de travail qui se concrétisent à un moment. Donc c'est vrai que le dimanche matin, c'est le grand moment. J'allais un peu sur la fin de la discussion, mais tu me fais rebondir sur un truc pour le coup. J'ai envie de le saisir. Tu arrives dans un contexte sur les TMB où il y a une crise, tu fais la modération, entre guillemets. Tu essaies de trouver en tout cas les bonnes phrases, le lien, les connexions pour que ça se passe mieux, en tout cas le dialogue par rapport à une situation complexe et mal vécue, qui met dans des émotions, de colère, d'aigreur, de dégoût. J'en ai un copain à moi. Ouais. Il rêvait de faire son UTMB 2010, bim, depuis il n'a plus jamais couru. Ah ouais. 15 ans après, non, faut plus. Ah dingue, c'est vraiment, tu vois, c'est l'effet inverse de toi. Lui, pour le coup, il me parle même plus de course, je fais un peu de swim and run, de plaisir, tu vois, et ça m'a dégoûté. Et c'est dingue comme quoi une émotion à un moment donné est extrêmement forte dans un environnement, tu parles d'environnement, l'UTMB, que tu prépares depuis tout le temps avec cette énergie incroyable. La ligne de départ avec cette atmosphère, les orages, les machins, là, waouh, qu'est-ce qui se passait électrique. Moi, j'étais là pour l'accompagner en plus au départ et tout. Et puis, j'apprends Lucho et tout. Hommage à toi, Lucho, au passage. Non, dégoût. Mais tu sais, le mot dégoût. L'émotion brute, extrêmement forte et qui te laisse, qui est enregistrée en toi dans ton cerveau. C'est un disque dur, tu as un virus. Et ça y est, c'est le virus. Le virus, pas dans le bon sens du terme. J'ai pas pris le virus de la course à pied comme toi, j'ai pris le virus et plus jamais. Ouais. Et depuis, plus jamais. Là, tu parles d'un événement qui a lieu aussi sur pas une TDS, si je crois que c'était une TDS. Il y a une TDS, et on a une PTL aussi. Moi, je prends un appel de la TDS avec un copain qui la faisait aussi d'ailleurs, Denis, salut. Et lui, il est derrière d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, on veut neutraliser parce qu'il y a un décès sur la course. Ouais. Et toi, ton rôle là-dedans, comment tu vis ça par rapport aux des coureurs qui réagissent de 36 000 façons? Moi, mon rôle, c'était, on n'était pas live. Donc moi, j'étais encore en charge que du TMB live. D'accord. Et par contre, c'est réveil de bonne heure parce que il fallait, je sais pas, 4-5 heures parce qu'il fallait commencer à préparer. Et là, on apprend les choses et de la modération. C'est dur pour toi de dire le mot aujourd'hui quand il y a quelqu'un qui... Ouais, là, c'était dur. Oui. Ouais. Non, mais c'est un fait. Ouais. Et toi, c'est imprégné, c'est enregistré en toi et après, c'est tout ce que tu fais. Alors, c'est beaucoup d'empathie et de... Tu vois, j'ai vu après... des frères Basset, je ne sais plus lequel, qui avait fait qui était venu sur place. Donc, tu vois, tu as toute l'émotion qui se redécharge derrière de tout le monde. Et aussi de... Ce qui était compliqué à ce moment-là à gérer, c'était le stress des gens, des familles, des personnes qui étaient sur la course, qui ne savaient pas en fait ce qui se passe. On expliquait ce qui se passait, mais ils n'avaient plus de nouvelles de leurs amis, conjoints, etc. Et du coup, tout le monde... Et
et les mecs, ils avaient froid, parce ils étaient arrêtés depuis un moment dans la montagne. Donc oui, c'était beaucoup de... Anxieux. Et voilà, et tu dis, ouais, en même temps, t'as froid, mais il y a quelqu'un qui est Ouais. décédé, Ouais. du coup, il faut qu'on s'occupe de ça. Donc toi, ton problème est moins grave, mais en même temps, en ce moment, t'es... Ouais. Voilà, Ouais, l'énergie c'est pour- des... voilà, et comme je pense, moi, je suis un peu une éponge à émotion là-dessus, bah forcément, c'était des moments difficiles. Ouais. Et voilà. Ok. Comme tu es une éponge à émotion, comment ton cerveau, tu le muscles par rapport à ça? Bah, Je pose c'est la là... question pour tous les gens, tu vois, qui sont des chiens du Ok. travail émotionnel. Ouais, qu'est-ce que Ouais. mais moi, j'ai après déchargé très vite. Enfin, c'est... je pleure, un ami, j'ai gueulé un coup, et puis, Ouais. et puis voilà. Next. Next. Action. Ouais. Ouais, c'est dans l'action que tu as... Ouais. Ouais. En tout cas, d'accepter, je pense pendant très longtemps, ce qu'il essaie de refouler, je pense que c'est un truc classique, hein, mais Ouais. de refouler mes émotions, mais attends, dire non, accepte-les, et puis Ouais. comme ça, elles sont plus vite dégagées, Ouais. elles seront plus vite réglées. Ouais. Ok. Non, bon, j'aborde le sujet d'un point de vue aussi, voilà, comme les cours, on a parlé avec Arnaud Manzanini aussi, de ce sujet-là. C'était pas l'intention, mais comme forcément, tu as un fait de course où il y a quelqu'un qui décède pour eux parce qu'il s'est fait entrer dedans par un automobiliste, et forcément, c'est traumatisant pour, pas seulement l'organisateur, évidemment, pour ton a fortiori, pour les victimes de la famille, enfin, la famille des victimes, pardon. Mais c'est des moments qui sont des enseignements aussi. Donc, est-ce qu'on tire de ces enseignements? Est-ce qu'on arrête d'ailleurs? Est-ce que la vie s'arrête? Est-ce qu'on fait les choses différemment? Et c'est comment on rebondit, mais pas sans tenir compte de ce fait-là qui, pour le coup, Arnaud, on attire un vrai enseignement et sécurise à fond pour les participants pour que ça n'arrive plus, et faire en sorte d'ailleurs que pas seulement lui, son organisation, mais même toutes les autres organisations s'inspirent de lui, cet événement, pour justement rendre les épreuves encore plus sécurisées. Et pour le coup, pour l'UTMB, enfin, ce que tu parlais tout à l'heure, c'est aussi des frais. On n'imagine pas tous les frais qu'il peut y avoir pour tout ce qui est sécurité des coureurs. Et donc ça a une valeur. Ça a un prix. C'est une valeur surtout. Et là aussi, toi, c'est quelque chose que très vite, la famille politique a mis en place avec Doc Ever, qui s'occupe de toute la sécurité médicale, avec la commission médicale qui... Oui, mais ce qui n'empêche qu'on est en permanence en train de vouloir améliorer. Tu vois, encore là maintenant, on vient de rentrer dans il faut vraiment qu'on travaille sur la sensibilisation des coureurs au sommeil, sur la sensibilisation des coureurs au soleil. Ça c'est aussi un des éléments aujourd'hui. On n'en parle clairement pas assez il faut se protéger du soleil quand on va mettre de la crème solaire. J'en profite pour passer un message à chaque sortie. Donc oui, c'est un travail continu. Ouais. Alors, mais tu fais bien d'en parler parce que le soleil devient un vrai sujet qu'on a évoqué d'ailleurs sur le Trail Summit. Et là, autant il y avait des sujets très classiques avec Guillaume sur la fatigue. Guillaume, il y a 10 ans, il en aurait parlé, on aurait regardé avec des grands yeux, qu'est-ce qu'il raconte, quoi, faire récupérer, sommeil et tout. C'est pas un sujet. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour tout le monde parce que justement, avec l'UTMB et les recherches qui ont été faites et avec le travail de Guillaume dans cet espace-là, il l'a pas fait évidemment pour l'UTMB, mais je sais qu'il y a eu des collaborations avec Guillaume. Là, il est vrai que sur le dernier Trail Summit, mais on avait, alors je suis désolé pour la chercheuse qui travaille sur ces sujets-là, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, c'est un des ateliers qui a été le plus, comment dire, les personnes ont fait un feedback en disant, mais on ne pensait pas que le soleil avait autant d'impact sur notre santé. Alors, pas que dans le monde, parce qu'on sait qu'il faut prendre du soleil, vitamine D, etc. Mais quand on ne se protège pas bien, ça a vraiment des effets délétères. Des effets délétères. Et là, on va avoir des allégations de marketeurs et de marques qui vont de plus en plus en parler pour justement vendre plus. Ça, c'est le marketing. Mais derrière ça, il y a un vrai sujet qui est la santé. Déjà. Et vous aussi, vous avez une cellule spéciale au sein de l'UTMB pour tout ce qui est sujet santé. Alors oui, ça c'est énorme chez nous depuis très longtemps, avec toute la partie aussi recherche. On a, je sais pas, ça doit faire 20 ans qu'on accueille des recherches médicales, sociétales sur le... C'est un laboratoire. Pendant l'événement, qu'on déploie aussi partout maintenant dans les World Series. L'ensemble des événements maintenant, alors pas sur tous les événements, il y a beaucoup d'événements où il y a des recherches médicales qui se font pendant le... médicales ou sociétales aussi, qui se font sur les événements, c'est important. Eh bien, puisqu'on n'a pas abordé ce sujet-là, et j'en suis le premier peiné parce que c'est moi qui avais dit on aurait un regard universel, planétaire sur l'UTMB, que c'est pas du tout ce que j'ai fait, et là qu'on le raborde maintenant par rapport au niveau des médicales, sociétales et santé, écoute, je l'ai fait 3 petits points pour en parler peut-être avec comme j'ai le plaisir de le faire avec Julien, comme j'ai le plaisir de le faire avec toi, avec des passionnés. Parce que le sujet, c'est pas de discuter avec des gens de l'UTMB, c'est de discuter avec des gens, des êtres humains passionnés, mais qui ont aussi un terrain d'expression. Parfois, c'est l'entreprise. On a vu ton parcours entrepreneurial. On a tout petit peu vu ton parcours d'informaticien et de géologue, voire pas du tout. Mais finalement, le minéral est dans ta vie, donc dans les montagnes. Donc,
Est-ce que tu fais un lien aujourd'hui entre le fait que tu foules du minéral et ton métier à la base de géologue? Ce qui aurait pu être ton métier de géologue, oui ou non? Ça, alors, il y a une partie aujourd'hui Mhm. climatologue, on va dire, qui fait partie de la formation géologue. Hein, le réchauffement climatique, on en parlait déjà quand belle lurette, quand j'ai fait mes études, hein, c'était déjà un Ouais. sujet. Donc aujourd'hui, je suis dedans sur des choses que je maîtrise, enfin, je comprends plutôt très bien parce que je l'ai étudié. Mais non, je regrette pas de ne pas être parti dans cette direction. Je pense que le côté sport m'a vraiment motivé. Ouais, je trouve ça, bon, allez, là pour le coup c'est un jugement, mais moi je trouve ça vraiment génial que l'entreprise, parce que l'UTMB c'est une entreprise, donc finalement au-delà de l'UTMB, toutes les entreprises, c'est une conviction que j'ai, servent de terreau pour s'exprimer, pas seulement pour gagner sa croûte, mais pour faire vivre sa passion et puis aussi faire du sens avec la compréhension de la mission de cette entreprise. Moi j'ai bien compris avec toi, merci Fabrice, que l'UTMB c'était plus qu'une course, plus qu'une entreprise, c'est un catalyseur de tout ce qu'est la société et qu'on peut améliorer. Et on voit qu'on y travaille, qu'on y œuvre. Quand j'y travaille, c'est plutôt on y œuvre. Et finalement, de pas n'être qu'un prestataire ou qu'un salarié, enfin, toi, en tout cas, t'es salarié. Tu as été bénévole longtemps, avec une vie à côté. Tu as toujours une vie à côté. On l'a bien vu, ton équilibre. Hein, c'est pas que courir, c'est pas que l'UTMB, c'est pas que l'ultra, c'est plein d'autres choses aussi. Et on n'a pas tout abordé. On n'a pas assez de temps pour ça. Et on continuera la discussion, j'espère, tous les deux. Parce que pour le coup, en tout cas, sur l'aspect santé, tu sais que moi, avec tout Eric et les and co, j'y mets Guillaume aussi, Anthony Berthaud, voilà, la santé mentale, c'est vraiment un sujet qui nous anime, nous, et sur lequel on a envie de contribuer aussi. Et l'UTMB, comme tant d'autres, pourrait être pour nous, en tout cas, des bons terrains d'expression. Et voilà, nos recherches, en tout cas, se veulent utiles pas pour nous, ni pour les entreprises avec lesquelles on collabore, mais pour la société, parce qu'il y a encore énormément de choses pour faire en sorte que le monde soit un peu plus humanisé et pas juste un monde stérile avec des Jeux Olympiques à l'américaine. C'est Et vous les bienvenus en tout cas pour toute action sur l'UTMB. C'est gentil en tout cas. Merci Fabrice de ton accueil. S'il y avait une chose qu'on n'a pas abordé, je sais que tu vas me dire rien, mais quand même je pose la question. Il y a un sujet que tu aurais aimé explorer davantage pour qu'on puisse déjeuner ensemble et puis parler d'autres choses et comme ça dire mince, j'aurais aimé être à la discussion avec vous. Non, alors tu parlais on a vaguement abordé les World Series, mais aussi expliqué la raison d'être, pourquoi on a et quel état d'esprit, quelle philosophie on a derrière ces World Series. C'est vrai qu'il y a cette confusion aujourd'hui. Alors désolé, je fais juste une petite transition, mais cette confusion qui est aussi causée par nous, parce que World Series, ça peut impliquer ce truc-là. On n'est pas du tout un circuit où tu passes d'une course à l'autre. Pas du tout. L'idée de déployer en fait nos courses dans le monde, c'était de dire tu n'es pas obligé de venir à Chamonix pour vivre une expérience UTMB. Et proche de chez toi, sur le continent sur lequel tu habites, donc, en général accessible de façon raisonnée, tu peux trouver plusieurs types d'expériences qui vont de l'énorme événement type UTMB ou Chiang Mai en Asie à des tout petits événements type Translantao là aussi en Asie ou Trail de Soleil, ça commence à devenir déjà beaucoup plus gros, mais un Ventoux peut-être en France, qui sont des événements plus à taille humaine que le Hockey UTMB Mont Blanc. Donc, tu peux trouver proche de chez toi cette expérience, et c'est pas du tout l'idée de dire, et on n'a absolument pas des élites qui passent d'une course à l'autre toute l'année dessus, c'est pas du tout la raison d'être du sport. Et comme cette confusion, et j'entends souvent des critiques, mais attendez, vous n'avez juste pas compris en fait ce qu'on fait, donc on a besoin de rester. C'est l'interprétation, donc faut bien, c'est marrant parce que je me suis fait cette même réflexion un petit peu d'un profane par rapport à ça en discutant avec Julien et qui m'a expliqué juste une expérience quand il revient de Thaïlande, pardon, et qui me dit mais il s'est passé là-bas, mais t'imagines même pas la ferveur, tous les gens qui viennent sur cette épreuve-là, il y avait je sais pas 70% de Chinois, sur cette épreuve en Thaïlande, je dis pas de bêtises en Thaïlande. Et ça prend une dimension, il y a autant de personnes, autant de participants qu'un UTMB. Ça se passe sur 2 week-ends maintenant. Ouais, ça sur 2 week-ends. C'est impressionnant, c'est des échelles. Et en même temps, à Hong Kong, on a un événement, je pense qu'il tiendrait pas ma maison, mais pas loin. C'est tout petit. Tout petit.
Alors on en parle, et alors que d'autres on n'en parle pas forcément. Puis après, voilà, les médias nous mettent un biais aussi, un angle qu'il faut aller peut-être creuser un peu plus. Et ce que tu dis d'ailleurs quand tu utilises aussi tes Perplexity par exemple, c'est aller sourcer, c'est pas juste rester en apparence, aller un peu plus loin. Et je pense que tu nous as vraiment donné envie d'aller comprendre. Moi en tout cas, tu m'as donné envie, j'espère à vous aussi. Je sais pas si vous voulez interagir, vous, LinkedIn, Fabrice Perrin, PE2RIN. Et il y a d'autres moyens d'échanger avec toi si on veut vraiment aller un peu plus loin, ou t'as pas le temps, c'est compliqué. Non, je pense que j'essaye d'être. Alors, c'est pas toujours facile parce que beaucoup de gens nous contactent. J'essaie d'être disponible, de faire les calls quand on me demande. Et oui, LinkedIn, c'était le meilleur moyen de m'atteindre. Ouais. En tout cas, je te remercie aussi alors, oui, on va se dire, ouais, mais ça y est, Cyril, c'est Cyril Blanchard. Cyril, il a un micro. On dit oui à tout quand on demande. Déjà, tout le monde ne répond pas. Premièrement. Deuxièmement, il y a ceux qui sont gentils, qui répondent et qui disent c'est pas le moment, et c'est ok d'ailleurs. Et tu m'as dit, écoute, c'est peut-être pas le moment et je respecte ça, mais ça a été facile, je le dis, ça a été facile avec toi, Fabrice. Ok, merci. Voilà. Et je pense que tu n'avais pas de biais en disant il faut que je fasse avec Cyril parce qu'il y a un intérêt, c'est simplement parce que voilà, je pense que c'est dans ton tempérament et on l'a bien senti aussi dans ta façon de te présenter aujourd'hui. C'est envie de partager. Et puis, en plus, tu m'as invité pour manger un bon hamburger chez Atto, donc pas facile à digérer avec. Mais si. Non, mais c'est parce que c'est beau aussi. Et voilà, donc c'était une façon aussi de pouvoir connecter tous les deux, de connecter, pas juste connecter avec un message, mais aussi d'aller un peu plus loin, de converser, puis de prendre le temps. Voilà, comme vous le savez sur ce micro-là, il y en a qui disent non parce que 2 heures de son temps pour discuter, parce que ça fait bientôt 2 heures. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais oui, ça fait bientôt 2 heures. Donc j'espère que vous, sur votre vélo, dans votre run, votre balade aujourd'hui, l'attendre de rentrer. Vous avez fait bonne expérience, bonne visite du parcours de Fabrice. Et puis, comme j'ai encore eu un message cette semaine d'une personne qui a fait une sortie vélo de 9 heures ou de course à pied, je ne sais plus, qui m'a remercié parce que les podcasts, en fait, il n'en faisait pas 38. Et du coup, c'était des bons moments et ça s'est merci. C'est des discussions entre potes. Alors non, on n'est pas potes avec Fabrice. C'est la deuxième fois qu'on se voit, mais on a l'impression de se connaître depuis toujours. Et des fois, il y a des rencontres comme ça où tu te dis, ça match. Voilà. Ouais. Et puis, j'espère y contribuer. Et puis, j'espère aussi que vous prenez du plaisir avec ça. C'est Julien m'a parlé de toi en très très bon terme et je confirme. Très agréable. Salut Julien, comme ça on clôture sur le chapitre sur Julien. Et puis demain tu m'ouvres la porte à qui d'ailleurs? Parce que Julien il m'a dit, non c'est pas lui qui m'a dit vers Fabrice, mais ça s'est fait naturellement. Mais si toi non je vais dire autrement, qui t'aimerait sur qui t'aimerais en savoir plus, que tu connais, mais tu dis finalement, travers 2 heures de conversation, on peut dire des choses avec Cyril, que j'ai envie de découvrir un peu plus cette personne. Tu penses à qui? Michel Politi. Non, Michel, je ne veux pas le déranger. Okay. Non, je déconne. Non, mais bien sûr, j'ai déjà croisé de façon complètement fortuite, en randonnée, au-dessus de Chamonix. Bonjour Michel. Il dit bonjour. Tu ne sais jamais. Voilà. Il me percute pas, tu vois. Mais avec grand plaisir, bien sûr. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Très intéressant. Bon, mais écoute, si on peut faire aller explorer quelques go-between. Merci à toi, Fabrice. Merci.